Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier numéro de notre émission réalisée au sein de la permanence du député Stéphane Ablot. Notre démarche ici vise à donner la parole aux habitants de notre territoire et aux différents acteurs qui le font vivre. Face aux fractures de notre société actuelle, nous avons la volonté en fait de nourrir la démocratie participative sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. Et donc pour cette première émission qui est totalement expérimentale, ce soir, nous allons aborder le thème « Bien vieillir, comment prendre soin de nos aînés ». Et avec nous, une quinzaine de participants. Donc je vous propose tout de suite, pour ouvrir cette table ronde, de donner la parole à monsieur le député Stéphane Ablot, qui nous fait le plaisir de nous donner cette opportunité ce soir. Bonsoir à tout le monde. L'intérêt pour un député et puis pour les élus au niveau national qui votent les lois, c'est d'être éclairé par celles et ceux qui, sur le terrain, rencontrent les problématiques dont on va parler, puisqu'il y a matière à faire avancer les lois. On se rend compte dans plein de domaines, les domaines du logement. On ouvre le journal ce matin, on parle des ascenseurs, on parle de plein de problématiques sur différents thèmes comme la sécurité, sur la santé évidemment. Et là, aujourd'hui, c'est un thème majeur parce qu'on s'en rend compte. Moi, l'occasion que j'ai eue en tant que maire de voir qu'on doit reconstruire une ville, ne pas la démolir, mais la comprendre et voir ses perspectives d'avenir. On nous dit, tiens, on va peut-être installer là un bâtiment intergénérationnel, il faut penser à nos aînés, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et les plus grands spécialistes de ces questions sont les usagers. Donc la parole est essentiellement à celles et ceux qui vivent cette réalité. Comment la ressentent-ils ? Ensuite, il y a celles et ceux qui les assistent aussi, les professionnels qui vivent tous les jours. On peut les remercier d'ailleurs parce qu'on se rend compte que c'est un effort considérable qui n'est pas simplement un effort professionnel, mais aussi quelque chose qui est humain, qui dépend aussi de leur personnalité, leur vocation, de leur motivation. Évidemment, ils sont éclairés par des objectifs professionnels, mais c'est important de les avoir aussi autour de la table pour nous dire comment les choses sont ressenties actuellement et quelles perspectives on peut prévoir, et notamment comment faire évoluer les lois, parce qu'il y a des lois qui existent. Être quelqu'un, enfin moi je ne le sais pas parce que je suis concerné, je le sais parce que j'entends les autres en parler. Mais beaucoup nous disent on n'a pas les moyens d'aller rejoindre une structure. C'est des questions majeures. On a peur, on ne sait pas qui aller voir. Ou alors on se rend compte qu'il y a des compétences qui sont maintenant qui sont partagées. Alors le conseil départemental joue un rôle, l'État joue un autre rôle. Quelle est la place des privés ? On l'a vu pendant la crise de la Covid, des députés, comment interpeller aussi l'État pour dire, regardez, comment les anciens ont été maltraités à tel endroit. On ne peut pas marchandiser la vieillesse. Et moi, ce que j'aimerais dire pour démarrer le débat, qui me semble être important avec la petite expérience que j'ai du conseil départemental, métropolitain et puis de la mairie, je pense que ce qui est fondamental en tout cas, c'est considérer que les personnes concernées doivent vivre les choses et puis les ressentir, un peu comme dans le domaine du logement, quand on dit on passe d'une situation où on habite là, les grandes cités dortoirs, les tours qui sont autour de nous à Vendeuvre, et maintenant on veut refaire la ville de demain où on vit là. Et les anciens, avec les jeunes, peuvent vivre ensemble. Donc qu'est-ce que l'intergénérationnel ? Comment les aides sont-elles utilisées ? Comment sont-elles vécues ? Comment on peut apporter la sérénité psychologique à celles et ceux qui vivent justement ensemble dans des structures ou chez elles ou à domicile. Donc voilà, nous on a rencontré des tas et des tas de professionnels. Je me souviens de l'aide à domicile, de gens qui sont investis, des différentes structures qui sont montées, qui sont construites. Donc là, j'ai trop parlé. Maintenant, je pense que c'est à vous la parole. Et en tout cas, comptez sur ma détermination pour que cette action qui est mise en œuvre grâce à Charlotte aujourd'hui, qu'on la fasse circuler dans les réseaux sociaux, qu'on la fasse remonter et que le local soit en lien avec le national. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, ce que nous vivons ici, ça doit être débattu aussi, mais pas par des spécialistes. Les meilleurs spécialistes sont ceux qui les vivent. Donc, à vous la parole, on a besoin de vous entendre sur comment faire évoluer la législation dans ce domaine.
Merci beaucoup Stéphane, tu restes avec nous encore un petit peu à la table ronde. Je souhaite aussi accueillir donc Géraldine Panissier, qui est directrice adjointe du CCAS à la ville de Vendeuvre et responsable du pôle senior et de la résidence autonomie Les Jonquilles à Vendeuvre. Et je tiens, Géraldine, bonsoir, à te remercier chaleureusement car Géraldine a largement contribué à la préparation de cette émission. Et voilà, je trouve que ça c'est chouette parce que ça va dans le sens aussi de cette émission, de faire les choses ensemble. Et donc, je te remercie beaucoup pour ça. Bienvenue, Géraldine. Tu nous as préparé une petite chronique, on peut appeler ça comme ça, pour nous aider un peu à mieux comprendre le cadre des termes en fait qu'on va utiliser quand on parle de seniors, de personnes âgées, de prendre soin, de bien vieillir. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Bonsoir tout le monde, bonsoir Charlotte et merci encore pour l'organisation et cette soirée, Monsieur Ablot, Monsieur le député et tout le monde, merci d'être présent. On parle de bien vieillir ce soir. Avant de parler du bien vieillir, j'aimerais parler de la Silver Economy qui est au cœur du bien vieillir et qui vise à répondre aux besoins, à la diversité des besoins des personnes âgées ou des seniors, qu'ils soient des jeunes retraités actifs, des personnes fragiles ou des personnes en perte d'autonomie. Donc cet enjeu est majeur compte tenu du vieillissement de la population. Je vais donner quelques chiffres. Au niveau national, ces chiffres-là, ils parlent d'eux-mêmes, en fait. Au nombre de 4,1 millions en 2020, les 75-84 ans seront 6,1 millions en 2030. Ils seront 6,8 millions en 2040 et 7,2 millions en 2050, c'est-à-dire une hausse de plus de 6% entre 2040 et 2050. Luc Broussy, qui est le chef de la filière Silver Economy, dans son rapport interministériel de 2021, Nous vieillirons ensemble, expose les défis de notre société face au vieillissement de la population française. Il dit « La décennie qui s'ouvre correspond à l'explosion des 75-84 ans. Elle nous oblige à placer l'enjeu de l'adaptation de la société au vieillissement au cœur de nos politiques publiques. La priorité immédiate consiste à faire de nos logements, de nos habitats, de nos métropoles, de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, des lieux bienveillants pour celles et ceux qui, citoyens actifs, vont commencer à subir les premières fragilités. » Nous allons parler un peu de la Meurthe-et-Moselle, puisque nous sommes ici sur Vendeuvre. Donc le département qui nous concerne est la Meurthe-et-Moselle. Les 60 ans et plus représenteraient 30,2% des 735 000 habitants en 2050, soit environ 222 000 habitants. En 2019, nous comptabilisons 43 976 personnes âgées de 75 à 84 ans, soit 6% des Meurthe-et-Mosellans, et ils seront près de 9% en 2050. Voilà pour les chiffres, la partie chiffrée. Donc, je voulais parler de ça parce que c'est important de savoir aussi pour quelles raisons. Et il est important de mettre vraiment quelque chose d'assez fort, c'est cette politique du bien vieillir du senior, parce qu'on est de plus en plus nombreux, la société vieillit, les besoins sont croissants. Donc, on va parler du bien vieillir, mais en gardant donc toujours ces chiffres en tête. Définir le bien vieillir, en fait, c'est pas compliqué. Si on prend les choses tout simplement, pendant plus de 10 ans, c'est un exemple, j'ai travaillé pour la jeunesse, pour l'éducation populaire, une politique publique menée par le département de Meurthe-et-Moselle. Accompagner la jeunesse via l'éducation populaire, c'est contribuer à l'épanouissement des jeunes, tout simplement en leur apportant ce qu'ils ne trouveraient pas à l'école ou dans leur entourage proche, le cercle familial, amical, etc. Eh bien, le bien vieillir, c'est quoi ? Finalement, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est contribuer au bien-être de la personne. Et ici, on parle du senior, en l'occurrence. Donc, le bien-être de la personne et du senior, l'accompagner, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On parle de cure, de soigner la personne par le travail que font les kinésithérapeutes. Il y en a certains qui ont s'exprimer ici. Les ergothérapeutes, ils sont également présents. Les médecins, etc. On soigne la personne, elle a besoin d'être soignée. Mais elle a besoin aussi de care.
c'est-à-dire de prendre soin de la personne, de faire attention à la personne. Et là, c'est le travail des aides à domicile, c'est le travail des services publics, des associations, donc des services privés qui accompagnent les seniors sur leur parcours de vie. Donc le care et le cure, hein, soigner et prendre soin, faire attention à. C'est très important. Alain Legros, qui a fondé Vestalia, une fondation en Wallonie, m'avait contacté lors de ma première prise de poste dans la Silver Economy, et ce qu'il m'avait raconté un jour est le fil conducteur en fait de tout mon travail que je mène en lien avec les seniors. C'est-à-dire que le soin est d'abord une histoire de relation à l'autre avant d'être un geste technique. C'est-à-dire que dans le cure, dans le soin, il faut y apporter du care, c'est-à-dire faire attention. On ne peut pas soigner une personne si on ne fait pas attention à elle. On ne peut pas aller lui faire une injection, une piqûre, une prise de sang si on ne veut pas lui parler, si on ne va pas avoir un contact avec cette personne et s'assurer qu'elle va bien. Enfin, il y a aussi une autre chose très importante à prendre en considération. On remarque que maintenant, dans les façons de faire, dans la pratique, c'est aussi également un de mes leitmotivs, c'est qu'on adopte une méthode qui existe chez les enfants avec la méthode Montessori, qui est pratiquée chez les enfants dans les écoles Montessori, où on valorise ce que la personne est capable de faire et non pas on lui montrer ce qu'elle ne peut plus accomplir. Ça, c'est très important, de guider la personne vers tout ce qu'elle peut encore faire. Et ça, il faut vraiment être attentif à ça. Ce que je vous propose peut-être, c'est de voir si dans le public, il y a des personnes qui ont des réactions. Alors Jocelyne, qu'est-ce que vous souhaitez dire ce soir? Allez-y. Sur le sujet. Pardon. Sur le sujet, comment vous voyez les choses? Quand j'ai lu Hegel, j'ai compris que la beauté pouvait avoir un sens et des valeurs. Et donc, c'était compliqué pour moi parce que j'étais partie sur la sociologie, sur l'apparence. Et donc, je me suis dit, le plus simple, c'est d'aller au musée des Beaux-Arts, de rencontrer les amis du musée des Beaux-Arts. C'est une structure de 798 adhérents. C'est énorme. Merci beaucoup, Jocelyne. Skander, tu peux peut-être commenter, c'est toi qui fais des études qui enseigne la philosophie. J'ai l'impression que on a toujours à apprendre quelque chose de l'autre, et quelles que soient les générations, quel que soit le milieu social, quelle que soit la langue dans laquelle on peut parler, je pense qu'il y a quelque chose d'universel. C'est la beauté dont vous parlez. Parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui comptent moins que d'autres. Et je pense que c'est peut-être un manque de sensibilité au beau. Et ce soir, on parle de nos aînés. Et je pense que l'âge participe, je pense, à cette sensibilité à voir le beau partout. Parfois dans des choses simples de la vie. Et peut-être des plus jeunes ou des personnes qui n'ont pas forcément appris à voir le beau ont beaucoup à apprendre de nos aînés. C'est vraiment, quand je vous écoute, c'est ce que je ressens. Merci beaucoup Stéphane Ablot. Un dernier mot peut-être avant de laisser votre place à la table ronde. Comme diraient les gens intelligents, il faut faire circuler la parole. Je te remercie et j'invite Catherine Boursier à venir prendre ta place et à nous rejoindre à cette table ronde. Je vous laisse vous installer, Catherine. Merci. Alors, j'ai le plaisir aussi ce soir d'accueillir parmi nous Michel, qui est donc retraité, qui habite à Vendeuvre et qui nous a fait le plaisir de répondre favorablement à cette invitation et venir porter cette parole dont parlait Stéphane Ablot d'une personne qui est directement concernée parce que c'est que le grand âge. Donc bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'avoir... Alors, je voulais vous dire que, au parlant des jonquilles, c'est directement bien. Voilà. Alors, les Jonquilles, c'est une résidence autonomie voilà. à Vendeuvre-les-Nancy, dans Ouais. laquelle vous résidez depuis combien de temps, Michel? Depuis le 26 juillet de cette année, de l'année dernière, pardon, maintenant. Oui. Donc, 26 juillet 2024. Et Voilà. comment vous vous sentez dans cette résidence? Ben, je me sens bien, en tranquillité surtout. Ah. Où j'étais avant à Villers avec les étudiants, bon, j'étais bien, mais il y avait beaucoup de bruit, il y avait du chahut, enfin, les étudiants, c'est pas ça bon à mal que je dis ça, mais disons que
il arrive quelque chose ou quoi, je suis tout seul, même on ne vient pas m'aider. Parce que là, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a les gardiens, on a une montre poignée, moindre incident ou quoi, si on a le réflexe d'appuyer, on est sauvé, disons. Alors, il y a ça, et puis la clarté, les grands balcons, enfin, je sais pas comment expliquer, on est bien. C'est un lieu de vie dans lequel Ah vous vous oui, plaisez. c'est une vie que ma mère, enfin ma maman, elle est restée 20 ans déjà d'avant. Dans cette Oui, résidence-là? oui, il y a une paire d'années, elle est restée 20 ans, Madame Morillard. On a le plaisir aussi ce soir d'accueillir Catherine Boursier, qui est ancienne, bonsoir Catherine, qui est ancienne députée européenne, première vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, déléguée à l'autonomie et membre de la commission Solidarité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci à vous. Moi, je suis toujours heureuse d'évoquer avec les usagers notamment. Et puis ceux que ça doit concerner, parce que je nous souhaite à nous tous d'être vieux un jour. Hein. Peut-être Géraldine, vous pouvez, dans un premier temps, tu peux nous présenter un petit peu les actions qui sont menées à Vendeuvre en faveur des seniors. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre à destination de ce public-là? Alors, tout à fait. Alors, le CCS, le Centre communal d'action sociale de Vendeuvre, travaille donc pour la vie de Vendeuvre et travaille sur tout le champ de l'action sociale et notamment la politique senior. Il y a trois différentes. On peut distinguer trois différentes parties. Il y a un pôle senior qui concerne les plus de 4000 seniors de Vendeuvre, les Vendeuvriens. Pour ces derniers, on leur propose des services comme le repas à domicile, la téléassistance, le passe-bus jusqu'au 1er août, puisque la métropole du Grand Nancy va offrir la gratuité aux plus de 65 ans pour les transports intercommunaux. La carte Horizon à Vendeuvre qui permet aux seniors qui veulent pratiquer une activité de sport, de loisirs ou autre, presque gratuitement, puisqu'on offre un petit bon de 200 € pour qu'ils puissent s'inscrire dans une activité parmi les 25 associations qui en proposent sur Vendeuvre. On offre des chèques cadeaux de fin d'année, on organise des repas, le repas des aînés, donc un repas vraiment super sympa, gratuit, et donc à destination de tous les seniors de Vendeuvre. On célèbre les anniversaires. Le maire vient même donner en main propre, vient chez la personne à domicile pour souhaiter un bon anniversaire. En tout cas, c'est réservé aux centenaires. Hein, donc voilà, on n'en a pas, tout le monde n'a pas cette chance, mais en tout cas, c'est toujours un chouette moment. Avec notre élue aussi, déléguée aux seniors, Marie-Jeanne Pringard, qui n'est pas là, mais que je salue d'ici. Alors, oui, justement, je voulais qu'on lui fasse une dédicace, Marie-Jeanne Bringard, donc élue aux seniors, qui est aussi collaboratrice parlementaire au sein de la permanence de Stéphane Ablot et qui aurait vraiment aimé être présente ce soir. Malheureusement, elle est prise, elle est pleinement en fait dans le sujet dont on traite ce soir, puisqu'elle est aidante pour sa maman qui approche des 100 ans là dans quelques jours. Et voilà, elle est aux côtés de sa maman ce soir et on l'embrasse bien fort. Voilà. On l'embrasse bien fort, effectivement. Il y a des moments festifs, des conférences. On a une conférence annuelle là, pour les seniors sur l'habitat adapté, parce que c'est très important d'adapter son logement, d'anticiper. Voire maintenant, on parle d'habitat adaptable, mais aussi d'habitat évolutif. C'est-à-dire quand par exemple, on prend un appartement, on a 50 ans, on sait qu'on va y rester un bon moment et il faut penser aussi à faire évoluer son habitat. C'est-à-dire prendre une cloison assez solide, parce qu'à un moment donné, on mettra peut-être une barre de maintien. Donc, il faut vraiment anticiper. Voilà, on a pas mal de choses sur Vendeuvre, une politique senior très forte. Rapidement, vous dire aussi qu'au parc du Charmois, on propose plein d'activités, de la gymnastique, des jeux de société, des rendez-vous musicaux, de la médiation animale, enfin plein de choses. Et la résidence autonomie, pour en revenir à ce que disait Michel Aurillard, hein, qui est résident depuis donc le 26 juillet 2024 et qui se plaît fort bien à la résidence autonomie. On peut le comprendre parce qu'on propose beaucoup d'activités gratuites qui sont financées par le département de Meurthe-et-Moselle via le forfait autonomie. Catherine Boursier nous en parlera. On va en profiter peut-être pour le faire dès maintenant. Catherine Boursier, de votre côté, au niveau du département, qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme action pour les populations les plus âgées? Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les villes? Alors, déjà, c'est une des compétences principales du département que les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Par solidarité humaine, on entend toutes les politiques publiques que nous développons
au bénéfice des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de l'aide sociale à l'enfance et de l'insertion. C'est nos politiques principales en matière, puis d'aide sociale, PMI, enfin je vous en passe. Mais, donc le budget consacré à l'autonomie, c'est-à-dire personnes âgées, personnes en situation de handicap, en Meurthe-et-Moselle, c'est 230 millions d'euros à peu près. Sur ces 230 millions d'euros, la moitié est consacrée aux personnes âgées et permet de l'aide au soutien à domicile. C'est notamment ce qu'on verse, c'est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. On verse également de l'APA aux personnes qui sont en résidence, notamment en EHPAD. Et notamment, ça leur permet de diminuer leur facture de la question de la dépendance. J'y reviendrai. Les dépenses totales de l'APA, par exemple, c'est 98 millions d'euros. C'est financé en partie par l'État via la cinquième branche, la CNSA. Mais en réalité, ce qui devait au départ être financé à 50%, et je réponds à l'appel de monsieur le député, ce qui devait être financé à 50% par l'État ne l'est actuellement qu'à 36%. Donc le reste à charge pour le département augmente d'année en année. Donc ça, c'est un gros problème. Lourd problème, puisqu'on a la même chose sur les primes compensatoires du handicap, la PCH, et bien d'autres dispositions. Je ne parle même pas du RSA. C'est-à-dire que entre les annonces faites par l'État au moment de la mise en œuvre de ces dispositifs, d'une compensation des départements à hauteur de 50%, et la réalité budgétaire de ce qu'on connaît aujourd'hui, on a un manque de financement de la part de l'État environ de 100 millions par an. Vous voyez ce qu'on peut faire avec 100 millions par an en termes de politique publique. Donc l'APA, évidemment le soutien aux services d'aide à domicile, je pourrais y revenir, le soutien aux EHPAD, aux établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, et puis toutes les actions de prévention. Et je pense que plutôt que la liste à la Prévert des actions, j'aimerais vous dire comment je conçois et comment nous concevons cette politique. Déjà, en premier lieu, pour nous, la personne âgée, d'abord, à quel âge on est âgé? Moi, j'ai largement dépassé les curseurs, je vous le dis. Je ne me sens pas du tout âgé. Je vais avoir 72 ans cette année et je ne me sens pas comme à 30 ans parce que je me sens mieux qu'à 30 ans. Alors, est-ce que c'est une question de... On dit souvent à l'âge, c'est dans la tête. Est-ce que c'est ça pour vous, par exemple? Parce que du coup, il faut aussi parler en tant que senior. C'est aussi dans la tête. On voit Jocelyne à son témoignage. C'est aussi dans la tête, mais c'est aussi l'endroit où on vit. Les conditions économiques dans lesquelles on vit, il ne faut quand même pas se leurrer. Je veux dire, la façon dont on peut être entouré par sa famille, etc. La façon, est-ce qu'on vit de la même façon dans un village où les gens sont peut-être un peu plus attentifs aux personnes âgées que dans une grande ville comme ici, où peut-être il y a un anonymat qui est un peu plus fort. Et puis la question de la santé. Si on est en bonne santé, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Donc pour nous, les personnes âgées, alors on va dire génériquement les plus de 60 ans, même 65 maintenant, pour nous, le département, ce sont des citoyens à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont le droit et le devoir, je dirais même, d'exercer leur citoyenneté. Et donc, on leur reconnaît le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire on ne place pas une personne âgée dans un endroit, voilà. C'est elle qui doit choisir. Donc, notre politique, pour nous, c'est de lui donner la capacité de choisir en construisant notamment les outils qui vont permettre un parcours résidentiel. Géraldine y faisait allusion, que ce soit l'adaptation du logement, mais les résidences autonomie, les habitats inclusifs, et puis évidemment les établissements, les EHPAD, qui ont mauvaise presse, à tort à mon sens, et avec lesquels on travaille aussi beaucoup. L'accès aux soins, alors c'est moins facile. Le département n'a pas de compétences santé. On a quand même fait une feuille de route santé pour voir comment, sur l'ensemble du territoire départemental, on peut rétablir un accès aux soins plus facilité en finançant, par exemple, les maisons de services de soins, en finançant des formations. C'est le soutien, je le disais, aux services d'aide à domicile, parce qu'on dit toujours le virage domiciliaire. Ça veut dire on va laisser répondre aux souhaits des gens qui souhaitent rester le plus longtemps chez eux. Mais encore faut-il qu'ils y restent en bonne santé. Ça a été dit par Michel. On a besoin, quand on arrive à un certain âge, même si on a toutes ses facultés intellectuelles, physiques, etc., on a besoin de se sentir en sécurité. On se sent plus vulnérable. Et donc, il faut répondre à ça. Voilà. Et puis,
toute la question qui pourra être évoquée aussi, c'est le coût de tout cela, la question du reste à charge, et finalement, comment la société se saisit de cette problématique du grand âge. Je ne vais pas redire les chiffres, hein, Géraldine les a dit, les plus de 80 ans vont augmenter de 33% et d'ici à l'horizon 2030 en Meurthe-et-Moselle. Bon. Alors, tous ne sont pas dépendants, c'est-à-dire dans les plus de 75 ans, il y a une personne sur 10 qui est dépendante lourdement et qui suppose de mettre en place un soutien à domicile en soins, un soutien d'accompagnement. Voilà, toutes ne le sont pas. Mais toutes ont un besoin d'être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes qui restent disponibles. Et je pense que on a besoin actuellement d'avoir cette altérité, ce lien social, ces échanges intergénérationnels, mais qui ne peuvent pas être disponibles n'importe quand et n'importe comment. Donc, comment on les accompagne? Enfin, voilà, On pourrait comment... toujours l'ajouter par la suite, si vous voulez. Oui, bien On sûr. peut peut-être demander à Michel ce qu'il pense peut-être de tout ce qui vient d'être dit par rapport à ce qui est proposé par exemple, par la ville de Vendeuvre ou par le département. Est-ce que vous, Michel, vous bénéficiez de certains de ces accompagnements, de certaines de ces aides? Comment vous voyez les choses? Pour le moment, je n'ai pas à me plaindre, personnellement. Mais disons que ce que je comprends bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se dévouent et qui travaillent vraiment dur pour faire ce qui arrive, ce qui va arriver, parce qu'il y a du travail. Je vois, en quelques minutes, j'ai vu ce qui se passait. Ben moi de ma fenêtre, je dis au secours, comment qu'on va faire? Qu'est-ce qui vous inquiète? Ben, quand j'entends des personnes, plus qu'il y aurait de personnes âgées, comment qu'on va en faire? Voilà. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à l'avenir pour les personnes âgées? C'est Ben, c'est-à-dire qu'il faudra trouver, construire des bâtiments, faire quelque chose de bien, y aller à fond, quoi, à fond. et vous Franchement. avez le sentiment peut-être que là, à l'heure où on en est aujourd'hui, on n'est pas prêt Il faut que le encore? gouvernement fasse quelque chose. Voilà, en plein. Il faut y aller franchement à lui et il faut faire quelque chose pour les vieux, c'est tout. Et est-ce qu'au niveau local, des choses qui se passent et que vous trouvez peut-être qui fonctionnent bien, est-ce que vous voyez des choses qui devraient être plus développées au niveau national? Disons que c'est des petites choses aléatoires que, vous savez, on ne va pas dire parce qu'un jour il y a une feuille qui tombe pas bien ou un machin. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser passer parce qu'il y a d'autres choses plus graves à côté. Voilà, en gros, ce que je veux dire. Et vous, comment vous vivez l'âge de la retraite? Comment est-ce que vous vous Bah, occupez? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, dans alors, votre tête? personnellement, voilà, je vous le dis franchement, je fais au mieux, hein, j'ai pas peur de le dire. Et des fois, je ne le fais pas avoir et tout, mais il y a des fois, bon, on n'est pas en état, hein, on a l'âge quand même que je ne suis pas encore vieux, je n'ai pas encore 100 ans, disons, mais le cerveau travaille, des fois tout seul, quand on est tout seul, on se demande, alors hop, il faut se reprendre. Et je me reprends, et je dis, oh, maintenant, alors, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut pas rester inactif, surtout. Plus vous parlez plus pour la tête, là, pour le Pour moral? pour tout, surtout au point de vue oui, surtout la tête, oui. Qu'il y ait des occupations, et qu'on soit vraiment occupé sans arrêt à faire quelque chose. Et comment vous aimez vous occuper, vous, par exemple, pour Eh pour éviter de ben, trop cogiter alors là, personnellement, voilà, c'est un peu personnel. Bon, ben, moi, disons que je suis catholique. Alors, tous les matins, j'écoute ma messe à Lourdes. Après, j'ai mon chapelet l'après-midi. Après, bon, oui, c'est mes occupations. Bon, mais autrement, après, j'ai fait ma petite vaisselle, je fais mon manger, je fais mes courses, je m'occupe de ci, je téléphone à ma sœur. Vous savez, on n'arrête pas. Quand on veut vivre sa vie, encore dans notre âge, il y a de l'occupation à faire. Et est-ce que vous avez des activités un petit peu artistiques, culturelles Ah oui, alors là, bah, ça, qu'est-ce que vous faites ce que je fais, oui, je sais bien. Qu'est-ce que je joue de l'harmonica chromatique. J'étais professionnel des orchestres avant. Et puis, ma foi, maintenant, alors, j'avais parlé à ma sœur, elle m'a dit, on va voir ça, parce que acheter un instrument, ça coûte encore assez cher, mais un bon instrument. Puis, je voudrais bien refaire un orchestre au jonquille, surtout ça. Ça, c'est un superbe projet.
créer un orchestre jonquille. Il faut pas grand-chose, ça fait. Bon, je parle de moi, je suis là, d'accord, mais il faudrait, comment on dit, un guitariste, deux, trois personnes, et puis hop, ça marche. Vous savez. Alors, c'est le moment de lancer l'appel, Michel. Créer un orchestre à la résidence autonomie Les Jonquilles à Vendeuvre-les-Nancy. Oui. De quoi vous avez besoin? De qui vous avez besoin? Alors, un bon guitariste accompagnant, un guitariste normal qui sait jouer du lecteur, bien sûr, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a un pianiste surtout, parce que moi, j'ai voulu essayer de jouer, ça fait 30 ans que je n'ai pas joué de piano, j'arrive plus. Il faut le temps que ça revienne. Alors, il faudrait un pianiste, et puis voilà, le piano, guitare, et puis moi, et puis, je sais pas, on verra bien, un chanteur ou une chanteuse en plus. Oui. J'aurais bien aimé aussi qu'on dise un mot ce soir sur l'initiative à Vendeuvre de l'émission de radio qui est en cours de création. Salut les anciens. Géraldine, Michel, vous pouvez nous dire un mot sur ce projet? Catherine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, parce que c'est tout nouveau, effectivement. Parmi les animations qu'on propose à la résidence autonomie, il y en a une nouvelle. En partenariat avec la Fédération départementale des Francas, on a été formés à la résidence, notre animatrice, moi-même et une autre personne qui s'occupe des enfants de la réussite prioritaire sur Vendeuvre, pour tenir et mettre en place une émission de radio, des émissions de radio. Nos résidents de la résidence Les Jonquilles ont choisi le nom, ça va s'appeler Salut les anciens. Je crois qu'il y a une première émission qui a été mise en place par notre animatrice la semaine dernière, c'est ça, Michel? Oui. Voilà, et l'idée est de faire une émission, de la fabriquer. Chaque résident qui veut participe à cette émission, choisit le thème de l'émission. Et puis, il y a un autre objectif derrière tout cela. Faire des cours de chant. Oui, pourquoi pas, oui, faire des cours de chant, mais alors ça, mais voilà. Mais pour la radio, c'est aussi faire venir des jeunes de la réussite éducative pour participer à ces émissions de radio, puisqu'on a aussi au Centre communal d'action sociale, au CCAS, un pôle qui s'occupe des jeunes qui ont besoin aussi de faire des choses un peu ailleurs que chez eux ou de l'école, etc. C'est le programme de la réussite éducative. On leur a proposé de participer à cette émission créée de toutes pièces par nos résidents des Jonquilles. Donc Michel a accepté très volontiers d'être un des premiers à monter ces émissions de radio. Donc on attend, c'est le tout début. Et tout ça, ce sont des actions qui sont, je le répète, financées par le forfait autonomie, par le département de Meurthe-et-Moselle. Catherine Boursier, il y avait quelque chose tout à l'heure que vous aviez sur le bout de la langue. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé entre-temps. Je l'ai retrouvé dans les actions. Il y a évidemment aussi, puisque je parlais de la place, et vous avez cité Marie-Jeanne Bringard, il y a évidemment l'aide au répit des aidants. Parce qu'on voit bien quel est leur rôle capital dans le bien vieillir à domicile ou ailleurs d'ailleurs. C'est comment s'occuper, mais c'est une tâche qui est lourde et ils ont besoin qu'on puisse aussi les accompagner. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Michel, c'est que quand on voit le mur démographique qui se dresse devant nous, le choc démographique, on pourrait quand même s'interroger sur pourquoi finalement cette question n'est pas encore devenue un sujet national. Pourquoi il n'y a pas un grand débat national autour du vieillissement? On voit aussi, Géraldine évoque la silver economy. La silver economy, c'est un gisement d'emploi énorme. Donc, il ne faut pas seulement voir, j'allais dire, le mauvais côté, c'est-à-dire ce que ça coûte d'avoir une population qui vieillit. Il faut voir aussi ce que ça peut apporter. Donc, faire du grand âge une cause nationale. Et puis, il y a plein de choses qui ne vont pas. On a actuellement 70 EHPAD en Meurthe-et-Moselle qui accueillent, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais qui accueillent actuellement 6600 personnes. Sur ces 70 EHPAD actuellement, un très grand nombre sont en difficulté. Je veux dire, plus de la moitié en difficulté. On voit bien que leur système de financement est à bout de souffle. Et que là-dessus, il faut avoir une vraie réflexion. On voit bien aussi que la question du reste à charge pour les personnes est de plus en plus insoutenable. C'est-à-dire une pension dans un EHPAD, c'est grosso modo, en moyenne, 2000 € par mois. Or, on sait qu'au niveau français, la moyenne des retraites, c'est à peu près 1500 €. Actuellement, en Meurthe-et-Moselle, on est plus près des 900 ou des 1000 que des 1500. Donc, on voit bien le gap qu'il y a
sur le financement. Alors, il y a tout ce qu'on appelle, il y a l'aide sociale à l'hébergement. Le département paye à la place des gens. C'est un budget pour le département annuel actuellement de 25 millions d'euros par an. Et il le fait après avoir sollicité ce qu'on appelle les obligés alimentaires, donc principalement les enfants. Dans le temps, il y avait les petits-enfants, maintenant, ça n'est plus le cas. Donc les enfants, sauf qu'il ne faut pas se leurrer, des gens qui sont en grande difficulté sociale sont rarement, ou les parents, de gens qui sont dans une grande, je veux dire, qui ne sont pas eux-mêmes en difficulté sociale. Il y avait eu des propositions qui avaient été faites par un député, c'est le rapport Brown-Pivet, sur comment on refinance tout ça. Ça, c'est des questions pendantes. Il faut qu'on se pose, il faut que le débat il s'engage. On ne peut pas se contenter, comme c'est le cas depuis longtemps, sauf en 2024, puisque ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas de budget en 2025, se contenter de mesurettes qui ont leur intérêt, mais dans la loi de financement de la sécurité sociale, et qui ne donnent pas une vision à long terme, une visibilité à tous ces organismes pour avoir un peu de sérénité et pouvoir faire leur métier qui est celui d'encadrer au mieux possible les personnes. Alors, la résidence autonomie, c'est une bonne chose. Nous, on finance justement les animations parce qu'on est convaincus que il faut conserver du lien social, il faut conserver de l'activité pour bien vieillir. Il faut faire aussi un peu d'exercice physique. Donc, c'est pour ça que via la conférence des financeurs, on finance aussi beaucoup d'activités de gymnastique douce, de peinture, d'art-thérapie, enfin, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. De musique, mais j'attends la création de la fanfare chrétienne des mères cyclistes, comme aurait dit Chérec, à la résidence autonomie. Voilà. Mais il y a d'autres choses, c'est-à-dire il y a aussi tout ce qui concerne la résidence, l'habitat inclusif, où là, vous avez à construire ensemble les résidents un projet de vie partagée, et nous, on va financer l'animation de ce projet de vie partagée. On a actuellement 10 habitats inclusifs en Meurthe-et-Moselle consacrés uniquement aux personnes âgées. D'autres où ce ne sont que des personnes en situation de handicap et d'autres où c'est mélangé. Et puis, il y a la question de comment on vit à son domicile dans de bonnes conditions, donc l'adaptation du logement, là on finance aussi, le soutien avec l'aide personnalisée à l'autonomie, et donc qui permet d'avoir recours à des services d'aide à domicile. Et donc nous, on s'inquiète aussi de quel service on rend, parce que Stéphane tout à l'heure évoquait certains faits de maltraitance. Il y a de la maltraitance dans les établissements, ça existe. En Meurthe-et-Moselle, ça va à peu près, enfin ça va, on a quelquefois des événements indésirables, mais c'est pas. Mais aussi, il peut y avoir de la maltraitance à domicile. Et là, on a moins de capacité à le contrôler réellement, sinon par le retour des familles. Donc, on a besoin aussi, en plus, les gens qui souhaitent rester le plus longtemps chez eux à domicile, finalement, quand ils arrivent en institution, ont un degré de dépendance qui est plus lourd. Et donc, suppose aussi, vous m'avez passé la parole, il va falloir me taper sur la tête pour que je me taise. Non, je ne me permettrai pas. Euh, Non, mais j'aimerais revenir oui, avec vous, oui. Catherine, tant que vous êtes encore avec nous autour de la table, parce qu'on va bientôt devoir donner la parole à d'autres personnes. Mais j'aimerais revenir avec vous sur la dimension politique, économique que vous avez abordée, donc la question du national et aussi la question de l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, ici, au niveau local, pour la dynamique économique et de l'emploi qui peut être générée par cette problématique de société qui, paradoxalement, peut peut-être permettre de générer plus d'économies, plus d'emplois, plus de formation, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, ici, au niveau local, de sorte, peut-être à inspirer aussi des choses peut-être innovantes ou il y a toute la question de l'adaptation du logement, ça a été dit par Géraldine. Il y a toute la question de comment... Au niveau de l'emploi aussi, je pensais particulièrement au niveau de l'emploi. Oui, mais quand je parle de l'adaptation du logement, je pense aux artisans qui vont adapter le logement. D'accord. Donc ça, c'est un volet, par exemple. Oui, mais qui est très important. Oui. Qui est très important. Il y a toute la question du travail, du care, c'est-à-dire du soin. Or, on se rend compte que actuellement, les services d'aide à domicile ont beaucoup de difficultés, notamment à réaliser leur plan d'aide à part chez les gens, parce qu'ils ne trouvent pas le personnel qui convient.
Donc, nous, on lance des opérations avec l'État, puisque il y a eu un forum, notamment le 17 décembre, Donc des campagnes pour recruter des pour aides à le domicile, recrutement. On a former. travaillé aussi avec la région. Par exemple, on a monté un centre de formation d'apprentis à Longwy qui forme des éducateurs et puis des agents enfin des gens qui travaillent dans les services d'aide à domicile. On essaye d'orienter nos publics, non pas de les pousser, hein, mais de les orienter. Et quand je dis nos publics, c'est les allocataires RSA et les jeunes que l'on suit dans le cadre des mineurs non accompagnés. On leur montre ces métiers-là, on les engage éventuellement à faire de l'immersion dans des associations qui acceptent de le faire. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas, hein, voilà. Donc, Ok. et puis toutes sortes je sais pas, des fois ça me semble tout me semble relever du bon sens, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble. Je crois que c'est surtout ça l'essentiel, et qu'on reste solidaire. Je crois que c'est ça, prendre soin des autres. Et dans ce contexte économique qu'on vit actuellement, dans cette grande période d'instabilité, je pense que le devoir de chacun des citoyens, c'est de faire attention et d'être bienveillant et de faire attention à celui qui vit à côté de lui. Oui. Et quel que soit son âge. Merci beaucoup, Catherine Boursier, d'avoir été parmi nous ce soir. Je vous remercie tous les trois. Je vous propose qu'on joue à la chaise musicale. Nous accueillons donc Frédéric Henné-Vibert, qui est étudiante à l'Institut de formation en ergothérapie à Nancy et qui est porteuse d'un projet sur l'agisme. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Nous accueillons aussi Lorraine Chrisman, qui est comédienne et metteur en scène et qui dirige la compagnie de théâtre Poisson de Lune. Et puis nous accueillons Christine Bugnot, qui est retraitée et qui nous fait le plaisir aussi d'être présente ce soir. Merci à toutes les trois, une table 100% féminine. Christine, peut-être vous avez un mot pour commencer, au vu de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant et de votre propre expérience de retraité. Suite à ce que j'ai entendu, je suis un peu décalée. C'est ce que je vous avais expliqué. Je ne suis pas tellement dans le sens des seniors à tout prix. Et je cite un exemple, une revue que j'ai reçue un jour, où le titre, c'était « Junior », avec sur la couverture un couple tout vraiment ravi, souriant, très très bien dans leur peau et tout. Et puis quand vous regardiez les pages, c'était uniquement des articles sur l'EHPAD, l'ostéoporose, tout ce qui arrive aux gens qui ont de l'âge. Donc, je sais pas, mais j'ai l'impression que je dénote un peu avec mon passage. Alors, c'est justement pour cette raison que vous êtes ici ce soir, Christine, parce que moi, j'ai trouvé votre angle de vue vraiment intéressant. Notamment, vous m'avez dit, je suis en dehors de l'esprit senior. Parce que, comme s'il y avait ce diktat, alors parce qu'on est senior, il faut être dynamique, il faut être plus jeune que jeune. Je participe en fait à ce junior parce que j'ai des activités, j'ai la chance d'avoir une santé encore correcte, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que autour de nous, les seniors que j'entends, les personnes que j'entends autour de moi, alors attends, tu vas à la piscine, tu fais l'aquagym, il faut aller marcher, etc. C'est pas obligatoire. Dire, on peut vivre l'âge en faisant des activités intellectuelles, physiques également, mais à son rythme. J'ai l'impression qu'on nous force un peu arriver à la retraite en disant non, il ne faut pas rester chez soi dans son canapé, il faut sortir, il faut y aller. Bon, moi, je fais beaucoup de choses, mais à mon rythme, comme je le veux. Je ne veux pas subir l'ambiance, enfin, comme vous dites, le diktat du senior hyperactif à tout voilà. prix. Et cette pression que vous ressentez, cette forme de pression, ce avec quoi vous êtes en désaccord, là, ça vient d'où? Ça vient de l'entourage? Ça vient de la télé, de la société? Ça vient d'où? Oui, et puis que mon caractère, je suis très indépendante. Donc, je n'aime pas qu'on me force à faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est personnel. Hein. Et comment vous vivez, vous, votre vie de retraité? Comment vous vous sentez par rapport à votre âge, par rapport à votre corps? Je me sens bien dans ma tête, mais pas dans mon corps. Je trouve que depuis 2-3 ans, mon corps a vieilli et ne répond pas
toujours à ce que je lui demande. J'ai repris mon expérience personnelle depuis 2 ans. Je fais partie du comité des fêtes de Vendeuvre et nous organisons tous les lundis un thé dansant avec une moyenne de 250 personnes tous les lundis. Gros succès à Vendeuvre. Oui, qui sont des retraités très dynamiques, qui vont dans les différents dancings de la région. Et ils sont charmants, j'aime beaucoup. Mais on a du travail en tant que bénévole du comité des fêtes. Et le lundi soir, quand je rentre de cette journée, parce qu'il y a plein de choses à faire en dehors de l'après-midi, mais je suis usée. Et le lendemain, le mardi, là, ne me demandez pas d'aller faire une marche de 12 km. Je peux pas. Justement, on va rebondir là-dessus pour donner la parole à Frédérique Henné-Vibert, donc je le disais, qui est étudiante en ergothérapie. Et elle est venue en fait avec 4 de ses complices, dont une jeune étudiante qui est en train actuellement d'enfiler une combinaison qui simule le vieillissement. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter le projet que vous portez actuellement pour sensibiliser à l'agisme, qui est un terme qui a été créé dans les années 60 par un psychiatre et gérontologue américain, pour à la base décrire la discrimination envers les personnes âgées. On s'est rendu compte que c'était quand même un enjeu mondial. Il y a quand même un rapport de l'OMS qui dit qu'il faut mettre en place des stratégies efficaces justement pour lutter contre l'agisme, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, il y en a tous les jours, tout le temps. Donc, on veut faire de la prévention auprès des lycéens. Donc en fait, on aimerait aller dans les établissements pour vraiment partager ce projet avec eux. Donc voilà, on lance un appel si jamais on nous entend et qu'on est prêt à intervenir pour eux. Donc ce serait un petit groupe de lycéens. On va leur faire porter la combinaison de vieillissement pour qu'ils se rendent compte réellement des choses et de comment les personnes âgées se sentent réellement, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, on voit pas, en fait, ça se voit pas forcément sur leur visage qu'elles sont pas bien ou qu'elles ont des douleurs. Donc on va leur poser la première question, c'est qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de personnes âgées? Donc là, en fait, avec eux, avec tous les mots qui vont sortir, on va pouvoir justement débattre, on va pouvoir justement leur parler de l'agisme. Et donc après, on va leur dire, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de savoir ce que ça fait. Donc, on va leur mettre la combinaison, les lunettes et le casque. Donc, c'est très expérimental pour les jeunes. Oui. Et en plus, c'est sous forme d'escape game. Oui. Escape game, Oui, pardon, c'est ça. Parce qu'en fait, on veut que ça soit vraiment ludique. En fait, on veut pas qu'ils s'ennuient. On veut vraiment qu'ils se rendent compte. Et puis, en fait, on veut leur faire des activités que les personnes âgées peuvent faire dans la vie de tous les jours. Donc, concrètement, l'escape game, c'est donc dans les couloirs du Ouais. lycée. On Donc, doit monter les escaliers avec la combinaison. Tout à fait. Ouais. Donc, la première, c'est monter et descendre les escaliers. Après, il y a un jeu de memory pour tout ce qui est cognitif. Donc, il y a la motricité avec l'escalier. Il y a des chiffres à trouver. Donc, ils ont les lunettes. Donc, c'est très compliqué. Et en fait, comme un escape game, il y a des codes, des boîtes. Après, il y a tout ce qui est mastermind. Donc, en fait, c'est un jeu avec des couleurs et des petites billes. Donc là, c'est pour tout ce qui est préhension. Donc, en fait, pour qu'ils se rendent compte, parce qu'en fait, ils ont des gants. Donc, pour qu'ils se rendent compte que prendre des petites billes, regarder alors qu'ils ne voient rien du tout, c'est hyper compliqué. Et pareil, après, il y aura un code pour trouver, parce qu'il y a une énigme à la fin pour trouver la dernière boîte. Et on va aussi leur faire l'ordinateur, parce qu'en fait, c'est un outil que tout le monde utilise, même les personnes âgées, beaucoup en ont chez elles. Et donc là, ce serait de faire un drive. Donc en fait, ils ont une liste de courses qu'on a écrite à la main. Et en fait, avec les lunettes, c'est à eux de faire le drive, de trouver un code. Et voilà. Et donc en fait, à la fin, on refait un petit nuage de mots. Et là, en fait, on sait que les mots vont changer parce qu'ils vont avoir une nouvelle perception des choses et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est difficile d'être une personne âgée et qu'il faut en prendre soin et qu'il faut être là pour eux parce qu'en fait, demain, c'est eux qui seront les personnes âgées et ils seront contents que leurs enfants ou petits-enfants prennent soin d'eux et soient attentifs à leurs besoins et à leurs envies. Bravo pour ce projet, Frédéric. C'est très, très inspirant. On aura les réactions de Christine juste après. D'abord, je voudrais pouvoir donner la parole à Lorraine Chrisman, donc je le disais, qui est comédienne, metteur en scène et qui dirige la compagnie de théâtre Poisson de Lune. Le corps dans le théâtre, c'est un élément important. Vous qui avez monté des spectacles intergénérationnels, qui travaillez avec des associations de retraités, avec des seniors dans vos spectacles, est-ce que vous devez vous adapter au corps des retraités, par exemple ?
Alors oui, le corps, c'est essentiel et effectivement, les retraités, eux-mêmes ont des a priori sur ce qu'ils peuvent faire. Et au final, si on les pousse un peu, si on leur montre comment faire et qu'on leur explique bien, eh ben, ils se rendent compte qu'ils sont totalement capables de faire avec leur corps ce que des jeunes peuvent faire. Donc, c'est juste dans la tête. Il y a une question aussi de confiance, d'accompagnement. Quelle relation est-ce que vous avez nourrie avec les personnes retraitées avec qui vous avez monté cette pièce de théâtre, Le Cheveu Blanc? Oui, il y a une question de confiance. Bah, déjà, c'est pas le premier spectacle qu'on a monté ensemble. Donc, ils savent comment je travaille, ils savent comment je leur parle et comment je fais amener les choses que j'ai envie de voir sur scène. Donc là, ils me font parfaitement confiance parce qu'on avait déjà fait un spectacle qu'on avait tourné dans les EHPAD. Et on avait envie de continuer sur le sujet et là, de le faire de manière intergénérationnelle ou de faire venir aussi les enfants pour que dès le plus jeune âge, on comprenne que on peut vieillir bien. C'est important de vieillir et c'est essentiel à la population, à la société. Les aînés sont essentiels pour l'expérience, pour La transmission. pour la transmission, tout ça. Donc, C'est le message de la pièce, le Cheveu Blanc? oui, tout à fait. En fait, c'est l'histoire d'un roi qui a peur de vieillir et qui ne se rend pas compte qu'il est déjà vieux. Il pense qu'il a qu'un seul cheveu blanc alors que sa tête est couverte de cheveux blancs. Et il se rend compte qu'à la fin, qu'il est vieux. Et donc, il veut, lui, se débarrasser de toutes les personnes âgées parce que il pense que ça ne sert plus à rien dans la société. Ils peuvent pas... donc, c'est dans un monde imaginaire, moyenâgeux. Et donc, il dit qu'elles ne servent à plus rien, donc il faut s'en débarrasser. Et au final, c'est une personne âgée qui le sauve, qui sauve son royaume, qui était en proie à un ennemi. Et c'est une personne âgée qui comprend comment résoudre les épreuves auxquelles il doit faire face. Et du coup, il se dit, ah, finalement, c'est utile. Et donc, il veut plus s'en débarrasser et il se rend compte lui-même que finalement, moi aussi, je suis une personne âgée, donc je suis très bien aussi parce que j'ai des cheveux blancs et voilà. Vous avez envie de réagir? Oui, justement, ce mélange de générations aussi, hein, il y a le mélange entre les jeunes et les personnes plus âgées. Je trouve qu'on devrait améliorer ça. Je vis dans un immeuble et dans une entrée qui a 18 appartements. Nous ne nous connaissons pas. Quelles que soient les générations qui habitent là, il y a des étudiants, il y a des personnes plus âgées, il y a deux ou trois couples de jeunes. Il y a pas de lien parce que chacun vit sa vie. Et on ne va pas, moi je trouve que maintenant on ne va pas assez les uns vers les Vers autres. les autres, tout à fait. Bonjour, bonsoir, au revoir, mais un petit mot comme ça. Et par rapport aux personnes âgées qui vivent seules, la solitude, c'est terrible. Parce que vous pouvez être encore tout à fait bien dans votre tête et tout ça, mais vous êtes seul. Hein, malgré la famille qui peut, mais c'est l'environnement, c'est la solitude. Hein. Et vous avez une vision là-dessus, à votre avis? Non, je vois pas très bien, à part d'aller vers l'autre, mais ça, il y a des personnes qui ne voudront pas le faire, mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on voit que dans les deux projets qui sont portés par Frédéric et par Lorraine, on voit qu'il y a cette démarche-là. C'est-à-dire que là, les jeunes ergothérapeutes vont vers les collégiens pour les sensibiliser à la vieillesse et leur faire prendre conscience de l'importance de prendre soin des aînés. Et Lorraine, par l'art, réunit différentes générations. Ça se passe sur scène, mais ça se passe aussi au niveau, j'imagine, des spectateurs. Alors, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours et des enfants et des aînés. Donc, on contacte les CCAS, on contacte les écoles, les MJC pour qu'il y ait quasiment à chaque fois les deux publics pour que justement, après le spectacle, il puisse y avoir une discussion entre les enfants et les personnes âgées. Et on propose aussi au public qui
qui vient comme ça d'amener soit leurs petits-enfants ou d'amener leurs grands-parents voir le spectacle. Et c'est vrai Et de forcer justement à se parler à se les uns parler. les autres. Et après, ce qu'on voit aussi à force de faire des spectacles qui doivent justement plaire aussi aux deux générations, on se rend compte qu'il y a plein de points communs entre le début de la vie et la fin de la vie. Et du coup, on parle au final au même public. Alors, on va revenir sur l'aspect physique, le corps, les effets du vieillissement sur le corps. Frédéric, votre complice Ludivine va nous rejoindre avec sa super combinaison qui, d'après ce que vous nous avez décrit au niveau de l'Escape Game, ça doit vraiment pas être évident de l'avoir sur le dos. Première réaction, comment est-ce que tu te sens, Ludivine? C'est très fatigant. Pour le coup, en plus, on avait fait déjà un essai à l'école où du coup on avait pu réaliser plusieurs activités du quotidien. Par exemple, monter et descendre les escaliers. On a dû essayer de faire une partie de ping-pong pour simuler le sport. On a fait semblant de prendre notre bain, donc on est rentré dans une baignoire et dû ressortir, aller aux toilettes. Ah oui, ah oui. Donc ça a inspiré aussi du coup les épreuves de l'Escape Game qu'on a mis en place. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait c'est difficile. Est-ce On que a- tu peux nous montrer tes mains? Il y a des gants, quelque chose? Ok. C'est Oui. quoi? Alors, il y a du poids? Qu'est-ce que... Alors, j'ai des poids aux 2 poignets. Oui. C'est assez lourd. C'est lourd? Ouais, après ça dépend forcément du gabarit aussi de chacun. Oui. Mais enfin, vu mon gabarit, ouais, c'est assez lourd. Donc j'ai des poids aux 2 poignets, j'ai des gants pour limiter un peu les mouvements de mes doigts. J'ai aussi des genres d'attelles au coude, pareil pour limiter les Les mouvements des doigts. articulations, les... Ok. Exact. J'ai un gilet lesté en fait sur le thorax. Celui-là, il est assez lourd quand même. Je saurais pas dire exactement le poids. Donc, tu le sens sur le dos? Tu le Ouais. sens à quel niveau? Sur le dos et puis surtout sur les épaules, on a l'impression vraiment de se traîner et d'être vraiment lourd. Et au niveau de la vue, donc tu portes des lunettes. Je vois qu'il y a un deuxième casque aussi, une minerve. Qu'est-ce qui se passe là sur le haut du corps? Donc j'ai des lunettes en fait qui simulent une rétinopathie diabétique. Donc c'est un trouble de la vue lié au diabète. Et on a plusieurs autres paires de lunettes qui simulent différents troubles que la personne âgée pourrait avoir. On a par exemple la cataracte, la DMLA, ce genre de pathologie. Donc j'ai le casque aussi qui simule du coup la perte d'audition liée à l'âge. Donc pour nous mettre vraiment un peu dans notre bulle entre guillemets. Et j'ai également une minerve qui permet de limiter les mouvements au niveau des cervicales. D'accord. Moi, je serais curieuse de tester les lunettes. Et peut-être, si vous avez quelque chose à dire, Christine, par rapport à ça, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez envie de réagir sur cet aspect-là de la vieillesse, la transformation du corps? Comment est-ce qu'on le vit physiquement et psychologiquement quand on sent qu'on est limité peut-être dans des compétences, si je peux dire, qu'on avait avant et qu'on n'a plus aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien essayer des lunettes quand on ne voit pas trop bien. Peut-être. Alors on a 2 paires, donc Ça, c'est la c'est- cataracte. Alors, Si vous voulez essayer. j'ai été opérée de la cataracte. Pour moi, ça a été une révélation. Parce que vraiment, j'étais dans un brouillard. Enfin bref. Et là, je peux rester même comme ça. Je trouve que c'est merveilleux, mais je suis obligée de les garder pour lire. Hein. Mais vraiment, ça, c'est un truc de vieux qui m'a vraiment facilité la vie. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Joyeux. Super nom, je suis jalouse. Kinésithérapeute à Nancy. Jocelyne Berada-Monod, qui est une ancienne patiente de Frédéric Joyeux. Et puis Célia Rondeau, infirmière diplômée de l'Institut de formation de soins infirmiers à Nancy. Voilà, merci à tous les trois d'être présents. Alors, pour commencer, Jocelyne, je vous donne la parole. À vous l'honneur. Vous êtes donc retraitée. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de votre expérience de cet âge de la retraite et peut-être avez-vous des réactions par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure? Certes, mais si vous voulez, j'ai un problème majeur, c'est que je n'ai pas entendu tous les intervenants. Étant entendu que je suis sourde malheureusement, avec effectivement une correction, mais ceci doit s'arranger avec le temps. Peut-être une opération sera envisagée sur le tympan, j'en sais rien. Mais enfin, je veux dire par là, je ne veux pas parler très longtemps sur cette question, parce que je veux dire que l'audition, je veux dire, c'est une perte d'audition qui est consécutive à une maladie qui est très, très fréquente, les otites. On peut avoir des otites à tout âge. Je veux dire, ça, il faut faire très attention. Je veux dire, sur cette question-là, ça peut paraître banal, une otite. C'est vrai que c'est rien. Mais si elle n'est pas diagnostiquée,
si elle n'est pas diagnostiquée, il y a vraiment des effets pervers et qui sont très gênants pour soi déjà et aussi pour l'environnement. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche pas d'agir, hein. Ça n'empêche pas. Moi-même, je fais de l'événementiel au Musée des Beaux-Arts. Je veux dire, j'ai un projet actuellement sur Miro et sur Taïen. Je veux dire, un essai, une écriture sur l'influence du romantisme et du romanesque sur l'œuvre de Miro et de Toyen, à partir de 1967, sur une courte période. La part du rêve. Bon, alors bon, je travaille, mais je peux écrire grâce à monsieur qui a... Merci pour cette belle qui est transition, intervenu, qui est Jocelyne. Superbe. Alors, Frédéric Joyeux, en effet, vous êtes kinésithérapeute et donc vous avez soigné Jocelyne. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous raconter un petit peu comment comment ça s'est fait, comment ça s'est déroulé Moi, et je quels suis ont été les bienfaits? parfaitement bien suivie, en tout cas par le milieu qui m'entoure. Et donc, quand j'ai eu cet accident, c'était au mois de juillet, au tennis. J'ai un pote qui me passe une raquette, une raquette qu'il venait d'acheter en Allemagne, absolument extraordinaire, que je ne connaissais pas. Et j'ai reçu une balle à 80 à l'heure et je suis tombée sur le côté. Alors, fracture de la clavicule, voilà. Mais c'est pas seulement ça, avec des problèmes d'ordre plexique, c'est-à-dire que la main était paralysée, ainsi que le bras. Donc, Frédéric est intervenu dans le cadre de Pierre Quin, l'Institut Pierre Quin, pendant 3 semaines. Je dirais, il m'a accompagné d'une manière extrêmement efficace. La preuve, la preuve aujourd'hui, j'ai retrouvé une mobilité remarquable. Et je suis suivie, je souligne quand même que je suis suivie en ambulatoire par mon kiné, monsieur Muller, qui a fait des études dans le cadre d'Erasmus. C'est très bien en Allemagne, en France, en Angleterre. Et donc, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il a une vision très, très grande sur les soins qui sont pratiqués aussi ailleurs. Et donc, il me procure un bien-être extraordinaire. Je le vois 5 fois par semaine. Donc, si je comprends bien, Jocelyne, les soignants, quels qu'ils soient, kinés, médecins, peut-être le personnel soignant aussi qui vous suit peut-être pour l'audition, tout ça, ce sont des personnes qui sont importantes vraiment quand on est senior pour être bien entouré. C'est majeur, c'est majeur. Je veux dire, c'est quand on est bien entouré. Et moi, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des soignants, des personnes extrêmement compétentes qui m'ont écouté et qui ont répondu à mes besoins. Bon, super, et je suis sûre qu'on en a 2 comme ça à cette table, donc 2 soignants, un kinésithérapeute, Frédéric, une infirmière, Célia. Frédéric, vous avez travaillé longtemps en gériatrie, vous avez travaillé notamment à l'Office de l'hygiène sociale de Bainville-sur-Madon, et vous êtes aussi spécialiste de la micronutrition, de l'alimentation santé, donc vous nous avez préparé une petite chronique sur ce sujet bien précis. D'abord, un mot sur votre expérience en gériatrie et votre expérience en tant que kiné auprès des personnes âgées. Alors, bonsoir déjà. Ce que j'ai pu noter en fait sur Vence ou les attentes des seniors, c'est plutôt conserver la vitalité, l'autonomie, le bien-être et la santé. Et l'observation que j'ai pu faire depuis ma carrière, je suis quand même diplômé depuis 2006, c'est qu'il y a souvent un déclin à partir de la retraite, en fait, parce qu'on commence à lâcher un petit peu, c'est-à-dire qu'on diminue au niveau de l'activité physique, on diminue les stimulations intellectuelles et les interactions sociales surtout, avec un isolement en fait qui est très très néfaste en fait. Et donc tout ça amène à un vieillissement prématuré et surtout, si je peux dire, en mauvaise santé. Pour reprendre l'exemple de Jocelyne, c'était la chouchoute un peu dans le service. Et c'est pas étonnant. Et je veux dire, si elle a réussi à récupérer aussi bien, voilà, c'est bien par sa bonhomie, en fait, ses stimulations intellectuelles qu'elle avait et son activité physique. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, elle rentrait chez elle le midi pour rentrer se faire à manger. Et elle venait à pied, en fait. Donc, elle faisait 4 fois une demi-heure de marche par jour. Donc, c'est sûr que ça nous a aidé en fait à ce qu'elle elle adapte à la rééducation en fait et que ça s'est très très bien passé grâce à ça en fait. Super, merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Célia Rondeau, donc je disais, tu es infirmière et tu as eu pas mal d'expériences, toi, avec des personnes âgées et particulièrement en EHPAD. Dans l'un d'entre eux, tu as travaillé aussi dans un service Alzheimer. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ton retour d'expérience en tant qu'infirmière aujourd'hui, mais tu as travaillé aussi en tant qu'aide-soignante. Comment tu as vécu ces expériences auprès des personnes âgées ? Bonsoir déjà.
Moi, je l'ai vécu déjà dans un premier temps où déjà la formation infirmière, on parle beaucoup de la personne âgée parce qu'on va en retrouver dans beaucoup de stages. Et j'ai pu commencer à travailler avec la personne âgée à la fin de ma première année avec l'équivalence d'aide-soignante. Donc j'ai fait justement 2 mois dans un service d'Alzheimer où j'ai pu avoir entre guillemets le premier contact avec la personne âgée parce que j'avais pas fait de stage avant avec les personnes âgées. Et en fait, je me suis rendu compte que dans un service comme ça, les personnes âgées avaient beaucoup besoin d'être stimulées. En fait, il fallait tout le temps les stimuler pour qu'elles puissent garder l'autonomie qu'il leur restait. Parce qu'il y a des personnes qui avaient encore des moments de lucidité, d'autres non. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve encore ce qui leur restait d'autonomie et tout. Et puis, dans plus que dans d'autres EHPAD, on retrouve également des personnes avec un Alzheimer. Sauf que tous les EHPAD ne sont pas équipés d'un service spécifique, justement. Donc, ce qui est bien dans le service-là, c'est que les aides-soignantes, en fait, étaient là en 12 heures. Donc, il y avait la continuité du soin. Et donc, la personne âgée, en fait, se retrouvait avec la même personne toute la journée. Donc, elle n'était pas perdue à avoir d'autres équipes qui tournaient. Ce qu'on ne peut pas forcément retrouver dans tous les EHPAD. Souvent, c'est quand même des services à 7 heures. C'est quand même lourd de faire 12 heures en EHPAD. On sait qu'il y a énormément de travail et qu'il y a beaucoup de manque de personnel déjà. Et là, du coup, j'ai été diplômée récemment, donc en juillet, et j'ai travaillé avec les personnes âgées. Merci. J'ai travaillé avec les personnes âgées donc, dans un hôpital en médecine polyvalente où j'ai pu avoir aussi un autre aspect. Donc, j'ai retrouvé également des personnes atteintes d'Alzheimer. J'ai retrouvé des personnes qui étaient totalement indépendantes, qui se débrouillaient dans la vie de tous les jours, qui faisaient beaucoup de sport. Et en fait, ce que je retrouve surtout de ces personnes, c'est qu'elles demandent en fait énormément de contact. Des fois même, elles n'ont pas forcément besoin de soins, elles veulent juste parler et avoir une présence dans leur chambre. Des fois, j'y allais parce qu'on avait un bilan sanguin à faire, donc effectivement, on parle avec la personne. Puis des fois, vous repasserez parce que on a besoin un peu de parler, puis on voit pas grand monde dans la journée. Et c'est ce qui est un peu pénible justement parce que on n'a pas forcément tout notre temps en fait à passer. En tant que soignante, toi, tu aimerais avoir plus de temps pour partager des temps d'échange avec les patients. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes aussi, le contact dans ce métier? Oui, je pense que si on n'aime pas ça, on choisit pas forcément ce métier. Je pense que le relationnel, c'est quand même une très grosse partie du métier. D'autant plus que en néonatologie, par exemple, alors c'est pas du tout le sujet, mais on sait qu'il y a une infirmière, par exemple, pour 5 lits. Alors que chez les personnes âgées, généralement, il y a 2 infirmières pour un nombre de personnes, ça peut aller de 10 à 19, par exemple. Donc en fait, il y a Donc, il y a toujours 2 infirmières. beaucoup moins d'infirmiers pour les personnes âgées que pour les bébés. Oui, alors après, on ne prend pas les services de réa, c'est des services spécifiques, mais les services de médecine, etc., généralement, il y a moins d'infirmières pour plus de personnes. Et après, tout à l'heure, on parlait justement de maltraitance. Mais après, pour moi, la maltraitance, ce n'est pas que... On entend par maltraitance, souvent, c'est on va frapper la personne, ou ça va être des gestes un peu violents, etc. Mais par exemple, pour moi, la maltraitance, ça va être de ne pas avoir assez de temps pour passer avec la personne. En fait, pour moi, c'est de la maltraitance. Et on ne veut pas faire ça. On choisit ces études justement pour passer du temps avec la personne âgée, les aider, pour les soigner aussi. C'est pour ça qu'on fait ça. Et ne pas avoir le temps, c'est très, très dérangeant. Tu parles par exemple là dans certains établissements où on n'a pas forcément... Il y a tellement de patients par soignant qu'on n'a pas forcément suffisamment de temps pour s'occuper de chacun. C'est ça? Ouais. Tu as ressenti cette frustration-là, toi, par moment? Je parle surtout quand j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante, du coup, dans certains services où on est en 7 heures et où en fait, tout le matin, on doit faire les toilettes. Généralement, on s'occupe des personnes âgées, on fait les toilettes, donc soit lavabo ou toilette au lit. Et en fait, on n'a pas le temps parce que c'est méchant et on doit enchaîner, en fait. On est obligé parce que l'après-midi, généralement, il y a les activités, il y a les familles qui viennent, il y a des sorties pour certaines personnes. Et donc, le matin, on a quasiment pas de temps. Et c'est peinant, en fait. J'ai une question pour vous, Frédéric et Célia. Vous qui êtes soignant, on a fait part du besoin en début d'émission au vu de l'agrandissement de la population qui vieillit. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes aujourd'hui qui souhaitent s'orienter et qui hésitent peut-être à entreprendre un parcours de soignant, de profession de santé? Qu'est-ce que vous leur diriez pour peut-être franchir le pas et se former parce qu'on sait qu'on manque de personnel? Moi, je dirais la même chose qu'on m'a dit quand même déjà en 2006, c'est-à-dire que c'est le boulot assuré pour des années et des années. Donc, et en plus, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Donc, voilà, se jeter dedans, il ne faut pas hésiter, en fait. La passion et la sécurité de l'emploi. Voilà, et les débouchés sont énormes, en fait. Célia, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui cherche encore son orientation ou qui hésiterait à se lancer pour devenir infirmier ou aide-soignant?
Alors moi, j'ai pas ce recul-là et on a beaucoup eu l'impact, nous, du Covid en début de formation. Et ce que je dirais, en fait, c'est qu'il faut surtout être sûr de faire de faire ce métier parce que souvent, en fait, on se rend compte que à la fin de la première année, en fait, on n'a peut-être pas forcément envie de faire ça. Il faut être vraiment sûr pour justement pas avoir de maltraitance envers les personnes âgées et être vraiment là pour elles et les suivre jusqu'au bout. Ouais, donc avoir quand même cette conviction, aimer les gens déjà peut-être. Avoir aussi un bon relationnel, le relationnel, ça fait énormément de choses. Oui, une réaction. Super, Frédéric. Je voulais réagir parce que donc on a une infirmière, un kiné, mais il faut pas oublier les ergothérapeutes. Et il faut dire que c'est un boulot extraordinaire et que il faut venir à l'école et il faut faire le métier d'ergo parce que c'est complémentaire en fait. C'est complémentaire avec les kinés et avec les infirmières. Et en fait, tous les trois, on travaille ensemble tout le temps dans les EHPAD ou ailleurs. Et donc il faut aussi beaucoup d'ergothérapeutes. Est-ce que vous, Jocelyne, vous avez déjà eu affaire à un ergothérapeute, par exemple ? Oui, précisément, dans cet institut Pierre Quin. Effectivement, c'était compliqué, je pense, parce que c'était douloureux, mais enfin, une attention quand même bienveillante de la personne qui m'a suivie. Et puis, je souligne quand même un point parce que je vois le métier de Célia et moi, je dois souligner un point essentiel aussi, c'est que je suis suivie parce que, bien sûr, je pouvais, la main paralysée, je pouvais pas faire ma toilette. Donc, des infirmières venant tous les jours, hein, je veux dire, pour m'aider au quotidien, ça c'est essentiel. La toilette, l'habillage, etc. Et puis aussi le bien-être qui vous procure la joie de vivre, qu'elle partage avec vous le sourire, la délicatesse, la bienveillance. Et ça, c'est extraordinaire sur le plan aussi de la psychologie. Parce que c'est pas seulement le soin que vous apportez aux personnes, c'est aussi le regard que vous avez de bienveillance envers elles, qui sont passionnants parce que vous rentrez dans un schéma relationnel qui est très, très fort. Et donc, ça donne effectivement beaucoup de vivance, beaucoup de joie de vivre et de bien-être. Grâce à vous deux, je vous remercie. Super, merci beaucoup. Est-ce que, Célia, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Jocelyne, qui paraît presque émue, c'est beau à voir. Toi, tu as aimé le contact avec les personnes âgées dans tes différentes expériences? Il y a des personnes qui t'ont marqué ou des anecdotes? Oui? Il y a toujours des personnes qui marquent, de toute façon, partout où on passe, il y a toujours des personnes avec qui on a plus d'accroche. Donc j'ai des personnes âgées avec qui c'était très... On parle souvent d'une relation distance soignant-soigné qu'il ne faut pas dépasser. Ça a même été sujet de mon mémoire, mais bon. Et sauf qu'en fait, cette distance-là, c'est pas possible à pas dépasser. Se souvenir des personnes, quand on va, par exemple, à domicile, généralement, on rentre dans l'intimité du patient et à partir de ce moment-là, généralement, il y a cette distance, elle est plus là, elle n'existe plus. Et on en apprend tellement avec des personnes âgées, vraiment, enfin tous les jours, on en apprend tout le temps. Et moi, je suis toute jeune, hein, je suis un bébé, et un bébé infirmière, donc c'est vraiment que du bonheur d'apprendre beaucoup de choses et puis d'avoir un autre regard aussi et de savoir que ce qu'on fait, en fait, ça fait du bien. C'est aussi bonifiant pour nous de savoir que ça aide la personne, même sans forcément faire de soins médicaux, quoi. Tu peux parler, je sais pas, d'une rencontre en particulier, peut-être avec une personne âgée qui t'a marqué, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Je pense que la personne qui m'a le plus marqué, c'était pendant mon stage en libéral. C'était un monsieur qui avait presque 70 ans et en fait qui était atteint d'une maladie. Donc on passait chez lui 3 fois par jour. Et en fait, avec ce monsieur, on rigolait tout le temps. Et donc on faisait tout le temps des blagues. Et c'est ce genre de blagues qu'on fait pas forcément avec tout le monde. Il faut aussi que ça matche et tout. Et en fait, quand j'ai fini mon stage et que j'ai dû lui dire au revoir, du coup, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était la première fois, ça m'avait fait en fait de la peine de quitter un patient. Et jusqu'à ce stage, je m'étais toujours dit, mais en fait, si ça se trouve, j'ai pas de cœur, parce que j'ai jamais ressenti cette tristesse de partir de stage, en fait. J'ai toujours été contente de mes stages et tout, mais j'ai jamais ressenti cette tristesse. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être que là, cette relation de distance soignant-soigné, elle a peut-être dépassé. Donc c'est ce petit monsieur, surtout qui m'a Et marqué. avec qui tu as bien rigolé, Avec qui j'ai visiblement. beaucoup rigolé, oui. Ok, très bien, merci. Un petit mot peut-être sur la micronutrition. Donc je vais surtout faire un parallèle par rapport à ce que j'entends toute la journée en fait.
et surtout chez les seniors en fait. Donc ce qu'on peut noter, c'est une perte de motivation au niveau de la consommation des produits. On va plutôt se diriger vers la facilité donc des produits transformés ou ultra transformés. On sait de plus en plus que plus un aliment est simple et surtout si on le cuisine soi-même, on pourra avoir que des vertus et surtout pas les effets néfastes des produits transformés. L'autre partie aussi, c'est la diminution des apports hydriques. Ça, c'est un gros problème qu'on a chez les seniors, en fait, qui perdent cette sensation de sensation de soif, en fait. Et donc, il faut bien leur rappeler. Alors, tous les conseils que je donne, bien sûr, c'est à voir avec son médecin aussi déjà. Mais voilà, l'eau, c'est 1,5 litre par jour, que ça soit sous forme d'eau, de thé ou de café. La soupe, ça compte? La soupe, ça compte aussi, bien sûr. Et même l'humidité qu'il y a dans les légumes, enfin, ou dans les aliments qu'on mange aussi, ça compte aussi, en fait. Voilà, ça, c'est déjà une des parts les plus importantes. Et le troisième gros point, en fait, c'est la diminution d'apport calorique. En fait, il faut savoir que les seniors ont plus besoin que la majeure partie de la population d'apports protéiniques. Et souvent, on laisse de côté les protéines, alors que c'est ce qui est le plus important. Et quand je parle de protéines, je ne parle pas uniquement de viande. Il y a beaucoup de protéines dans les légumineuses. Il faut aller revoir les légumineuses pour avoir un apport protéique important en fait et éviter tous les problèmes en fait liés au vieillissement, la sarcopénie, en fait la perte de masse musculaire. Donc voilà, ça sera mes gros points. Les conseils là que vous préconisez, ça vaut pour tous les âges. Est-ce que c'est d'autant plus important quand on vieillit? C'est important à tous les âges de la vie, mais effectivement, en fait, voilà, ce que j'explique toujours, c'est que les aliments, en fait, c'est l'essence qu'on met dans notre corps, dans la voiture. Ça ne viendrait pas à l'idée de mettre de l'essence frelatée dans sa voiture. Et donc, vous accompagnez des patients ou des personnes? Je commence à accompagner, je donne souvent des conseils. Et dans le lot, vous avez des personnes âgées? Bien sûr, ouais. Alors j'en ai à qui je dois donner des conseils et j'en ai à qui je dois pas donner de conseils. Par exemple, Jocelyne, elle se fait très bien à manger et donc elle n'a pas besoin de ces conseils-là en fait. Mais aussi. D'accord, donc c'est des conseils que vous apportez pendant les séances de kiné en fait. Tout à fait, ouais. D'accord, donc au début vous questionnez un peu la personne. Exactement. Vous avez mangé quoi hier soir? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos habitudes en fait? Et puis surtout. Quels sont vos mots en fait? Parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on peut justement gérer par l'alimentation. Ouais. Un exemple? Le plus pratique, le plus connu sur le senior, c'est l'ostéoporose. Donc en fait, effectivement, il va falloir augmenter son apport de vitamine D et de calcium, mais il ne faut pas le faire de façon, il ne faut pas boire du lait, il faut plutôt aller se diriger vers des yaourts ou des fromages. En fait, il faut savoir que plus un produit est lacto-fermenté, plus il y a de la fermentation, en fait, plus il va y avoir de protéines. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est meilleur en fait, et c'est plus facilement assimilable par le corps en fait. Donc voilà, ça c'est la grosse base. Et aussi augmenter ses acides gras aussi, qu'on appelle oméga 3. C'est consommer en fait de l'huile de colza, remplacer l'huile de tournesol par l'huile de colza en fait, qui est très très bonne. Et puis se diriger vers tout ce que... Si vous allez au supermarché, vous allez voir, c'est le label Bleu Blanc Cœur, en fait, c'est tout ce qui est nourri par les oméga 3. Et les oméga 3, c'est la base, en fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Donc, nous accueillons désormais Skender Ekalo, qui est professeur de philosophie, mais aussi diplômé en droit public. Et donc, Skender nous a préparé une chronique juridique pour faire un petit peu l'état des lieux au niveau législatif sur l'accompagnement des personnes vieillissantes en France. Nous accueillons également Cédric Gavier, spécialiste des phénomènes du vieillissement, qui a beaucoup d'expérience en la matière et qui est également formateur pour une profession de santé dont on a parlé tout à l'heure, l'ergothérapie. Bienvenue Cédric, merci d'être là. Nous accueillons aussi Bernadette Manville. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Bernadette. Vous êtes retraitée. Depuis peu, oui. Vous êtes... Alors, je sais pas, je suis peut-être déjà senior, puisque je suis retraitée. J'ai encore pas compris la différence entre senior, personnes âgées, etc. Vous êtes aussi la fille d'une maman de 94 ans qui est résidente en EHPAD. Et vous êtes aussi représentante des familles du comité de la vie sociale de l'EHPAD La Villa Saint-Pierre-Fourier à Villers-les-Nancy.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, comme on a parlé un petit peu des EHPAD juste avant, de commencer, Bernadette, et peut-être de nous faire déjà votre retour d'expérience à vous. Comment est-ce que vous vivez les choses? Quels sont les avantages, les difficultés, les problématiques que vous rencontrez? Alors, les EHPAD, moi, j'en ai toujours entendu parler comme quelque chose de terrible, personne ne veut y aller, etc., etc. Et je vais vous faire rapidement l'entrée de ma mère en EHPAD. 1 an avant qu'elle rentre en EHPAD, elle tombe. On aménage plein de choses à la maison, on fait tout pour qu'elle ait pas à descendre les escaliers la nuit alors qu'elle prend des somnifères. Enfin bon, je vous passe tous les détails. Des aides à domicile, etc. Elle était seule à la maison et avec très peu de liens sociaux, puisque les seules personnes qu'elle voyait, c'était l'aide ménagère, l'infirmière qui venait faire le pilulier, la personne qui venait l'aider pour une douche, la personne qui venait apporter les repas à midi, etc. Mais bon, elle ne sortait pas et elle avait peu de liens. 1 an plus tard, elle tombe à l'extérieur et là, elle se retrouve hospitalisée. Et à l'hôpital, on nous dit: «Mais attention», bon, il y avait des problèmes cognitifs, des pertes de mémoire, etc., etc. Et on n'avait pas fait de dossier pour un EHPAD parce qu'elle n'en voulait pas et que enfin, il y avait des bon, tout le monde enfin, moi, je ne savais pas à ce moment-là que je pouvais faire un dossier sans l'accord d'elle et des autres personnes de la famille. Donc voilà, donc en C'est fait, l'occasion de le préciser. exactement, on peut toujours faire un dossier pour rentrer dans un EHPAD. Comment ça se passe? Ben, quand il y a des places, on vous appelle en fonction de la liste, et de la chronologie et vous pouvez dire: «Bah, non, moi ça va bien, merci, je viens pas tout de suite», ou «Non, c'est pas pour maintenant» et ne jamais y aller, hein, peut-être. Mais faire un dossier au départ, c'est aussi se renseigner, se rendre compte de comment ça se passe et cetera, d'aller visiter et cetera et ne pas se retrouver au dernier moment dans des difficultés pas possibles. Donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital, ensuite de soins et effectivement, avec les pertes de mémoire qu'elle avait, ça devenait très, très difficile de la laisser toute seule parce qu'à n'importe quel moment, il pouvait Voire y avoir dangereux. Voilà, c'était dangereux. Et vous avez commencé votre prise de parole en disant, contrairement au mal qu'on dit des EHPAD, donc ce qui laissait sous-entendre que vous avez une expérience plutôt positive. Moi, je dois dire que ma mère est rentrée à l'EHPAD, elle a gagné 4 ans d'autonomie. Parce que chez elle, elle bougeait très peu, elle se tenait à tous les meubles pour se déplacer. Elle est arrivée en EHPAD, tout de suite, on lui a donné un déambulateur et rien qu'avec les couloirs, les allées, elle a beaucoup plus marché que quand elle était chez elle. Chez elle, elle rencontrait que les personnes qui venaient la voir. Là, c'est un petit EHPAD, c'est 52 résidents. Je veux dire, pour elle, c'était vraiment... Je sais que financièrement, c'est compliqué, hein, pour des EHPAD de cette taille-là. En revanche, pour elle, c'était très bien. Je veux dire, c'est pas l'usine, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Elle rencontre des gens, elle déjeune à midi et elle mange le soir avec des personnes. Il y a des animations, il a fallu du temps pour qu'elle participe à des animations, mais c'est venu, etc., etc. Et du coup, là, que ce soit en termes de déplacement ou même de relation avec les personnes, elle a gagné 4 ans. Voilà. OK. Et Donc aujourd'hui, alors qu'au début, elle disait: «Quand est-ce que je rentre chez moi?» Aujourd'hui, elle dit: «Oh mais je sais pas qui m'a amenée ici, hein. Mais qu'est-ce que c'est bien et tout le monde s'occupe de moi et tout le monde est gentil avec moi, mais je ferai jamais le travail que font les filles, hein». C'est-à-dire qu'elle se rend bien compte de ce que ça demande au personnel, que ce soit les aides-soignantes, bah, surtout les aides-soignantes ou les ASH, de faire ce travail-là, quoi, auprès d'elles. Donc là, on y a gagné. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux EHPAD, en 6 ans, j'ai vu une évolution des résidents qui arrivent. Il y a 6 ans, il y avait des résidents qui avaient leur voiture, qui allaient faire des courses, qui participaient à plein de choses. Aujourd'hui, il y a un turnover monstrueux. Vous avez des fois des personnes qui arrivent, au bout de 3 semaines, elles sont décédées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un EHPAD, comment construire des relations sociales, des activités
et permettre aux gens de s'épanouir quand ça devient terrible, que les personnes arrivent en fin de vie, en Vous dites fait. des personnes partent en moins de 3 semaines Oui. dans les EHPAD. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une tendance à attendre le dernier moment in extremis Eh ben, c'est là que D'accord, j'en c'est viens, ça. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on entend toujours, il faut rester le plus longtemps possible à la maison, chez soi, hein, il faut rester chez soi. Eh ben, peut-être que même si je suis seule chez moi, bah, je vais demander à rester chez moi. Or, c'est peut-être pas le mieux pour moi. Alors, les résidences autonomie, très bien s'il y en a et si c'est possible. Mais à un moment donné, dans les EHPAD, vous aviez des gens qui étaient encore assez autonomes pour pouvoir participer et être même représentants dans les CVS, etc. Alors, il y en a encore, hein, je ne dis pas, mais ça devient de plus en plus difficile. Et les personnes arrivent de plus en plus tardivement en EHPAD. Et les EHPAD sont des établissements sociaux, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, et non pas des établissements qui relèvent du sanitaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment? Médico-sociaux. Médico-sociaux. Mmh. Ça veut dire que même aujourd'hui, quand vous refaites une chambre, quand vous refaites un EHPAD, par exemple, vous ne pouvez pas obtenir le fait de mettre de l'oxygène directement dans la chambre. Or, les personnes qui arrivent, dans les états où elles sont, bah, si elles ont une Covid, une grippe, n'importe quoi, c'est les poumons qui vont prendre et vous avez des appareils à oxygène dans les couloirs pour toutes les personnes, quoi. Alors que vous voyez, il y a un décalage aujourd'hui. Il y a peut-être un entre-deux à trouver, je sais pas, mais aujourd'hui, on n'est pas clair là-dessus, quoi. Alors, Cédric, justement, vous avez travaillé 10 ans à la Caisse des retraites pour favoriser le maintien à domicile. Tout à fait. Alors, une réaction peut-être par rapport à ce que Alors, Moi, je dis vient que de dire c'est. Bernadette. Oui, mais moi, je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas. Je Bien dis sûr. c'est pas du quoi qu'il en En coûte. tout cas, vous non, êtes. c'est pas du quoi qu'il en coûte, vous avez Ouais. raison. Alors pour le coup, oui, en effet, j'ai bossé pendant une dizaine d'années à la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, donc une caisse pour les retraités du régime général, on va dire, où j'ai effectué un travail d'ergothérapeute à l'époque pour prévenir la perte d'autonomie dans un premier temps, en passant par le biais de l'adaptation du domicile, de la préconisation d'aide technique. Tout ça dans le but de permettre le maintien à domicile, évidemment. Voilà, c'était ce travail-là que j'exécutais. Et le quoi qu'il en coûte, je suis assez d'accord avec vous. En fait, je suis pas certain qu'il faille forcément maintenir à domicile coûte que coûte. Je pense que c'est pas nécessaire, surtout s'il y a déjà une entrée en dépendance. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué ce soir et que j'aurais souhaité évoquer, c'est peut-être aussi ce qui concerne la fragilité de la personne âgée, qui est un concept qui a été développé dans les années 80-90, plutôt dans les pays anglo-saxons, mais qui est arrivé vers les années 90 en France, euh, qui est la présentation en gros d'un syndrome clinique chez la personne âgée. Euh, Comment l'expliquer? En gros, ce syndrome clinique, c'est une diminution des capacités physiques et physiologiques de réserve de la personne qui vont avoir une tendance à altérer les mécanismes d'altération au stress, d'adaptation au stress plutôt. Euh, un exemple tout bête, un étudiant en ergothérapie par exemple, qui lors d'une soirée un peu trop arrosée se casse la binette et se casse une jambe, il y a de fortes chances que quelques semaines après l'immobilisation, en ayant sa vie sociale, en ayant son entourage, en ayant ses capacités physiques d'un jeune étudiant, finalement va pouvoir récupérer et s'adapter à ce stress et à cette situation de rupture qui est le traumatisme. Chez une personne âgée, c'est un petit peu différent et pour le coup, cette fragilité s'installe du fait de cette situation de rupture. Cette fragilité s'installe euh, et quelque part, c'est une espèce d'équilibre précaire entre la santé et la maladie. C'est un équilibre précaire aussi entre des ressources et puis quelque chose qui se passe, qui pour le coup est peut-être un précurseur de l'entrée dans la dépendance. Et pourquoi je tiens à parler aujourd'hui de la fragilité? Parce que la fragilité, si elle est dépistée à temps, contrairement à la dépendance, elle a un caractère de réversibilité qui fait que on va pouvoir
retravailler sur les réserves physiologiques de la personne, retravailler sur des éléments qui vont faire qu'elle va retarder au maximum les effets de la dépendance et pourquoi pas du coup pouvoir rester à son domicile dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est quelque chose qui me semble indispensable d'être évoqué ce soir quand il s'agit de parler de bien vieillir parce que euh, on a tendance à ne pas savoir de quoi il s'agit. Euh, le dépistage, il est généralement réalisé très tard et trop tard, donc parfois trop tard et l'entrée dans la dépendance est déjà là. Euh, pour le coup, peut-être que si ça permet d'éveiller les consciences ce soir, comme on pourrait l'éveiller il y a encore quelques temps, on entendait à la radio des spots publicitaires disant aux personnes seniors, aux personnes âgées, bon ben, faites le test dans votre salle de bain, regardez les carrelages et si vous vous rendez compte que ces carrelages ont une déformation et que vous voyez quelque chose, c'est certainement lié à une dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Euh, je pense que ces spots publicitaires très préventifs, finalement, ont permis à ces personnes âgées d'être prises en charge rapidement sur cette pathologie et puis de retarder les effets de cette pathologie. Pour le coup, si on avait exactement le même fonctionnement pour ce qui concerne la fragilité, de faire comprendre à une personne que la fragilité, euh, c'est un syndrome qui comprend des composantes physiques, par exemple la perte involontaire de poids, la sarcopénie, alors donc tout à l'heure Frédéric Joyeux en parlait, la perte de force musculaire, le ralentissement de la vitesse du pas, ou encore l'isolement social ou la fragilité économique, pour le coup, peut-être que ça permettrait à ce qu'une personne âgée se dise, tiens, peut-être que moi je suis fragile, il faudrait peut-être que j'aille en parler à mon médecin traitant et qu'on mette en place tout un plan personnalisé pour pouvoir améliorer ma situation. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Merci beaucoup, Cédric. Skender, donc on l'a dit, tu es professeur de philosophie. Un mot peut-être pour commencer philosophique sur cette grande question. Qu'est-ce que c'est que bien vieillir? Comment peut-on bien vieillir? C'est vrai que je crois que c'était Platon qui disait que vivre, c'est apprendre à mourir. J'ai l'impression que cette éthique vraiment voyait la réalité de la condition humaine parce que peut-être qu'aujourd'hui dans nos sociétés où la santé est au cœur de chacun, la santé publique en particulier, peut-être on fera un point si on a l'occasion, le temps par rapport à la dernière loi de l'avril 2024. Je pense qu'aujourd'hui on regarde la vieillesse comme une forme d'anomalie, de maladie, alors que ça fait partie de la vie. Et l'acceptation du déclin de cette vie qui fait partie complètement de l'existence humaine est un peu perdue. Il y a une forme peut-être en particulier au moment du Covid, on l'a vu, où on cachait la mort, on cachait l'accès, on bloquait l'accès aux personnes âgées, alors pour des raisons bien sûr médicales, pertinentes, mais il y a comme un contexte comme ça de déni collectif qui peut-être vient d'un oubli de notre condition de mortel. Merci beaucoup, Skender. C'était la petite impro philosophique de ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui aimeraient réagir par rapport à ce qui a été dit? Michel aimerait bien prendre la parole. Vous savez qu'il y a beaucoup de docteurs qui ne sont pas bien beaucoup appropriés pour soigner les personnes âgées. Une chose de bien que je vous dis là. En ce moment, même que ce soit à n'importe quel niveau, le monde est déphasé. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Ça, c'est intéressant aussi parce que comment vous le vivez, ce monde actuel? Je vais avoir 83 ans au mois de janvier. D'accord. Donc vous avez vu le monde évoluer? Je me suis toujours battu. Personnellement, j'ai jamais eu de syndicat dans ma vie. Je ne critique pas de syndicat ni rien. Je me suis toujours battu, moi, tout seul. Et avec moi, c'est moi qui ai raison. C'est pas eux. Moi, j'ai raison. Et ceux qui sont, ils peuvent être 1000, 2000, ils ont tort. Parce que pourquoi? Parce que j'ai raison. C'est tout. Ah, celle-ci, elle va être culte. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que quelqu'un qui a du pouvoir de caractère et de causer fort, il fait quelque chose de bien avec ses copains. Très bien dit.
Merci beaucoup, Michel. Skander, je te donne la parole pour nous faire un état des lieux un petit peu sur l'aspect législatif et nous dire un peu où on en est au niveau des enjeux de société concernant le vieillissement de la population au niveau juridique et au niveau de la loi, notamment concernant les moyens humains, matériels et financiers dont on aurait besoin pour faire face. C'est vrai, les députés, le gouvernement ont constaté, comme l'INSEE, que d'ici 2050, ça a été dit pour la Meurthe-et-Moselle, mais en fait ça vaut pour toute la France, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Et il semblait plus que urgent de proposer une loi vraiment cadre. Il existe tout un arsenal juridique, mais cette loi, donc, après une longue attente, a pu aboutir et présente quelques bonnes intentions. Le 8 avril 2024, on a notamment, monsieur évoqué, un problème finalement de pilotage, de coordination entre les différents établissements, les différents partenaires, et donc une création d'une conférence nationale de l'autonomie a été proposée, puisque cette conférence permettra notamment au niveau national de coordonner les financements et les axes prioritaires, qui seront ensuite déroulés sur l'ensemble du millefeuille administratif que l'on connaît en France. On a la mise en place aussi d'un service public départemental de l'autonomie, encore une bonne initiative, une bonne intention, qui a pour objectif justement de simplifier l'accès aux droits des personnes âgées et d'améliorer la prise en charge. Notamment en réduisant les délais pour les demandes d'aide. Alors, il y en a une foule, et pour permettre une meilleure coordination entre le département, la commune, l'agence régionale de santé, les EHPAD, etc. On a parlé aussi à un moment, je crois que c'était la première vice-présidente du conseil départemental, a évoqué la promotion de l'habitat inclusif et des résidences autonomie. Là aussi, on propose des intentions de mutualiser des services de restauration, d'entretien de logement, d'animation collective. Et puis enfin, et c'est là où l'intention ne suffit pas, c'était en 2024 prévoir pour l'année 2024 la création d'une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, que l'on attend toujours. Or, on sait que l'argent est le nerf de la guerre. Et là, il y a tout un débat politique à fixer. Qu'est-ce qu'on priorise ? Est-ce qu'on va chercher l'argent du côté d'une contribution de solidarité par le travail, comme le propose le Sénat, c'est-à-dire travailler, comme depuis 2004, similaire à la journée de solidarité, travailler 7 heures en plus, non rémunérées chaque année, ce qui permettrait de faire 2,5 milliards de plus-value. Est-ce qu'on va taxer du côté des patrimoines les plus élevés ? Est-ce qu'on va taxer des produits, par exemple nocifs pour la santé, comme le tabac, qui est déjà taxé, mais augmenté, sur les produits sucrés, l'alcool ? Est-ce que l'on va proposer une taxation progressive, notamment sur les sociétés ? C'est un choix politique. Je pense qu'au fond, ce que nous dit cette loi, c'est d'abord que les financements sont le reflet d'un choix politique. Or, aujourd'hui, on le voit bien avec une Assemblée nationale divisée en 3 parties. On peut s'inquiéter, en tout cas on peut se poser la question de savoir quel sera le choix définitif, quel sera en tout cas le choix urgent à prendre, parce que même si l'argent ne suffit pas et qu'il faut effectivement notamment pouvoir aider les personnels qui sont déjà engagés, là aussi il faut de l'argent. Améliorer les salaires, améliorer notamment les contrats, c'est-à-dire limiter les contrats à temps partiel, développer le CDI, limiter les amplitudes horaires. Beaucoup de personnels se plaignent d'avoir des morceaux de missions, de travail, et de ne pas suffisamment les regrouper dans la journée. Reconnaître finalement un statut, un vrai statut, à tout le personnel médical, paramédical, social, du service à la personne, et notamment personnes âgées. Merci beaucoup, Skander. Peut-être que Célia voudra prendre la parole pour réagir sur la question du personnel soignant et de voir peut-être de sa perception si elle estime qu'on est prêt pour le défi démographique qui nous attend. De votre point de vue, Cédric et Bernadette, qu'en pensez-vous ? Après, moi, je ne suis pas sûre. D'une part, les aides à domicile, quand vous êtes chez vous, il faut voir, enfin, je ne vais pas dire il faut aller voir le film Au boulot, mais quand même, il faut voir la réalité du travail des personnes qui viennent à domicile, qui prennent leur voiture, qui
qui ont des horaires découpés, qui sont payés à la tâche, hein, c'est du travail à la tâche. Donc là, c'est quand même pas valorisé comme travail, alors qu'elles ont une importance énorme. Et dans les structures, eh bien, on voit bien l'hôpital, on voit bien les EHPAD, etc. Il y a aussi là un manque de personnel, hein, ça devient... Et puis, au niveau financement, il y a un amendement qui avait été voté, comme quoi le reste à charge dans les EHPAD ne serait plus une réduction d'impôt, mais un crédit d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ne payent pas d'impôt n'ont pas de réduction, puisqu'ils n'en payent pas. Il n'y a que les personnes qui payent des impôts qui ont droit à une réduction du fait de leur reste à charge. C'est-à-dire que les plus pauvres ne sont pas aidés. Et en fait, avec le 49.3, donc ça a été balayé. La réponse a été de dire, ça coûte trop cher, on fera autrement. Bon, on fera autrement, sauf que maintenant, on continue. C'est-à-dire que c'est toujours les plus fragiles financièrement qui sont les moins aidés. Vous, Cédric, en tant que spécialiste du vieillissement de la population, quand même d'un point de vue santé, vous suivez au niveau politique, juridique, comment les choses évoluent? Est-ce que vous regardez ça de près? Évidemment, en fait, la dernière, peut-être la dernière mouture et le dernier texte pour lequel j'ai apporté beaucoup d'importance, c'est peut-être le rapport Broussif que Géraldine évoquait tout à l'heure. Et pour le coup, je trouve que ses propositions à Luc Broussy étaient fortement intéressantes et j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été un peu balayées d'un revers de la main. C'est fort dommage et bon, c'est comme ça. Après, pour compléter ce que vous disiez aussi sur les conditions de travail des soignants en EHPAD et dans les secteurs médico-sociaux, j'aurais eu envie aussi de parler de quelque chose. Depuis quelques années, les ergothérapeutes s'engagent aussi sur un autre versant qui pourrait permettre d'améliorer la prise en soin et la continuité des soins de ces personnes âgées en EHPAD. C'est par le biais de la prévention des risques professionnels. Et notamment, nos étudiants en ergothérapie sortent chaque année avec un autre diplôme, en plus de celui d'ergothérapie. C'est le diplôme de formateur PRAP pour prévention des risques liés à l'activité physique en milieu sanitaire et médico-social. Pour le coup, c'est quelque chose qui mériterait d'être déployé à grande échelle et qui devrait peut-être être considéré par les politiques actuelles, pour le coup, parce que Célia l'évoquait tout à l'heure, le manque de personnel. Le turnover important, tout ça associé à une charge physique de travail qui est importante, amène à des accidents du travail et à des maladies professionnelles pour les soignants qui mériteraient d'être considérés très clairement. On devrait agir en prévention et si on agissait en prévention un petit peu plus auprès de nos soignants, peut-être qu'on garderait une masse salariale plus importante, on éviterait le turnover, on éviterait aussi l'épuisement des autres professionnels qui viendraient très certainement pallier l'absentéisme de certains, etc. Donc, alors justement, ça, c'est quelque Célia chose qui me Rondeau paraît va revenir à la table peut-être pour avoir un mot là-dessus sur le personnel, justement. Célia a une réaction. Alors c'est bon aussi de savoir qu'on est entendu et qu'on prend en considération aussi tout ce qui va, entre guillemets, pas dans le milieu médical. On sait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas forcément vues et entendues par tout le monde. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que d'un côté, justement, on a entendu. Effectivement, il y a beaucoup d'arrêts qui sont dus à tous ces changements de poste, aux horaires aussi qu'on fait, parce que mine de rien, on est souvent en heure positive et non en heure négative. Donc ça fait beaucoup. Puis il y a la charge mentale du travail aussi. On fait beaucoup de choses, des fois des dépassements de tâches pour certaines personnes, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de responsabilités. Donc ça fait plaisir effectivement de savoir qu'on a entendu et qu'il y a certaines choses qui veulent être mises en place. Alors après, je dis pas que ça va être immédiat, mais voilà, on nous prend en considération, quoi. Et par rapport à ce qui a été dit avant sur l'aspect législatif, politique, tu vois les choses comment là pour l'avenir, au vu aussi de l'explosion démographique du nombre de personnes âgées, avec tes expériences à toi, est-ce que tu es inquiète par rapport au manque de personnel, au manque de moyens, ou est-ce que tu es plutôt confiante? Comment tu vois les choses? J'ai pas l'impression que ça aille beaucoup en s'améliorant, le manque de personnel. J'ai l'impression que vraiment depuis la Covid, beaucoup le disent en fait, beaucoup d'anciennes, entre guillemets, des services le disent, que depuis la Covid, il y a énormément de personnes qui sont parties, qui ont arrêté, qui ont changé de métier.
Et on m'a beaucoup dit pendant ma formation, franchement, vous avez beaucoup de courage de faire ce métier. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ou ajouter quelque chose Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission de ce soir, des personnes âgées qui se sont exprimées, des jeunes, des actifs, de tout ce monde Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça permet de voir que tout le monde a sa place dans la société, que les personnes âgées, elles ont à se faire entendre et que autour d'eux, il y a des choses mises en place. Il y a des professionnels, soit dans le sanitaire, dans le social et surtout au niveau de la santé, qui sont là pour les entendre et qui mettent des choses en place, qui essayent et de les comprendre et de voir que oui, c'est possible de faire des actions pour eux. Quel est le rôle des jeunes pour vous dans cette histoire? Bien vieillir, comment prendre soin de nos aînés? Selon moi, du coup, c'est de se mettre à leur place parce que au bout d'un moment, ça sera notre tour aussi. Et donc, on aimerait bien que on fasse ce que nous, on met en place pour eux. C'est ça, le but, c'est de se rendre compte que plus tard, ce sera nous à leur place et qu'on aimera bien que quelqu'un s'occupe de nous comme nous, on devrait s'occuper d'eux. Magnifique. En quoi est-ce que l'art peut aussi nous aider à bien vieillir, prendre soin de nos aînés? Alors, l'art, et je vais surtout parler du théâtre parce que c'est ma pratique. C'est vrai que le théâtre, c'est une discipline complète, c'est-à-dire que il y a la voix, on parle, mais il y a le corps, il y a la présence de l'acteur sur scène. Donc, tout ça permet de vieillir un peu moins vite. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'exercices de respiration pour apprendre, parce que dans notre société, on n'en parle pas de la respiration, parce qu'on se dit que c'est naturel, alors qu'en fait, c'est hyper important de bien réussir à respirer pour être apaisé, pour être détendu. Et donc ça, c'est des choses qu'on apprend pour la scène, mais qui sont essentielles dans la vie aussi. Et je remarque que ça les aide pour la mémoire, notamment. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, ils me le disent, qu'ils ont une meilleure mémoire, ils apprennent de plus en plus vite. Et donc il faut absolument inclure l'art dans tout ce que vous avez dit jusque-là, parce que c'est ce qui permet de se vider la tête et d'avancer sans vraiment s'en rendre compte, de faire des choses où on prend du plaisir à les faire, et en même temps ça fait travailler tout le corps et la tête, et c'est ça qui est important. Donc ce que disait le retraité en début de séance, c'est vrai que s'il peut mettre ça en place, son activité musicale, ça c'est quelque chose qui va permettre de ralentir le vieillissement et de le faire ensemble, c'est toujours mieux. Et je pensais aussi à Jocelyne qui est en train d'écrire son essai, qui semble passionnée d'art. Comment l'art peut nous permettre de mieux vieillir et de mieux... Il faut être passionné par les arts plastiques, je pense, et avoir une orientation plurielle, parce que les arts plastiques, c'est vaste. Très bien, en tout cas, c'est la fin de cette première émission, donc bien vieillir, comment prendre soin de nos aînés. Un énorme merci à Stéphane Ablot, le député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle, qui a rendu possible cette émission de démocratie participative. Un énorme merci à chacun des participants, à Géraldine Panissier qui m'a aidé à la préparation de cette émission, à Jem qui était à la technique, à Mohamed de Dépanne PC54 à Vendeuvre qui nous a équipés au niveau informatique, à Marvin de la société Hiatus à Ludre pour l'équipement des micros, et un énorme merci aussi à Alexandre et Tigrane de la société Renext à Écourt pour l'aménagement et les travaux de ce studio. Grand merci aussi à Marinko qui a fait la sécurité tout au long et la médiation de cette émission. Vous pourrez bien sûr suivre l'émission sur les différents réseaux du député Stéphane Ablot, prochainement YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, et j'espère que très prochainement nous allons réaliser une 2e émission. Pourquoi pas sur le thème du bien vivre ensemble, comment se sentir en sérénité et en sécurité tous ensemble. Et pour finir, je vous propose une petite touche musicale avec le titre et le clip vidéo Revolving de Drop the Hammer. Et en fait, c'est le groupe de Frédéric Joyeux, notre kiné, qui est intervenu ce soir. Voilà, donc soutenez-le, likez-le. Ciao, ciao.